passion. I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Merci d'être là avec nous une nouvelle fois pour nous écouter, débriefer, décortiquer, analyser l'actualité MotoGP, Moto3 et Moto2. On est là pour vous parler de ce qui s'est passé le week-end dernier sur le circuit italien du Mugello. Comment va Amélie ? Mais ça va très bien, salut, et toi ? Eh ben écoute, ça va tranquille. Comment va Maxime ? Ça va bien, toi, mec? Ça t'a fait bizarre, je t'ai pas appelé le stagiaire, là t'étais pas prêt du coup. Ouais, j'étais là, qui parle. Super. Du coup, on va débriefer ce qui s'est passé au Mugello. Vous avez vu les courses, rassurez-moi. Oui. Oui. Vous êtes déjà meilleur que l'équipe titulaire, je vous félicite donc. Mais il les regarde tout en vrai. Ça se trouve, il les regarde plus que nous-mêmes. Non, vraiment pas. Avant ça, je voulais qu'on revienne un petit peu sur Le Mans parce que vous l'avez sans doute entendu, il n'y a pas eu d'épisode débrief du Mans. Il y a eu un épisode qu'on a enregistré dans le camping qui est dramatique, on va pas se mentir. Je suis dans un état, j'aimerais assez qu'on ne revienne pas dessus. Donc c'était assez cata. Qu'est-ce que vous avez pensé de la course très rapidement, vous, du week-end? Vous étiez pas sur place du coup, mais derrière votre télé, comment vous avez vu ce week-end, Amélie? Bah moi j'ai beaucoup aimé, je trouve toujours cool le week-end à domicile et puis surtout ma question c'est est-ce que tu t'es bien amusé? C'était surtout tout ce qui m'importait de tout le week-end quoi. J'ai même pas regardé les résultats que tes stories. Eh ben écoute, c'est gentil. Oui, non, franchement c'était très très cool pour le coup d'être sur place. C'est la première fois, alors la deuxième et la première fois vraiment qu'on y passe, que je passe le week-end là-bas depuis la création du podcast. Parce que l'année dernière je dormais pas sur place et tout, donc c'était pas vraiment pareil. C'était vraiment très très cool, on a rencontré vraiment plein de gens. J'ai eu l'immense chance de pouvoir un peu traîner dans les paddocks donc, et de croiser grosso modo tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est les pilotes MotoGP, les teams principales et tout, c'était fou de et chez les fou. Fans de la boîte à clapper. Oui, effectivement. Alors, je leur fais un immense cœur à ceux que j'ai croisés qui m'ont reconnu. Je sais pas comment vous avez fait d'ailleurs et à qui on avait pu discuter. Donc, c'était vraiment giga cool. C'était trop bien. Par contre, j'avais dit, même s'il y a des gens qui me détestent, n'hésitez pas, écrivez-moi, on se rencontre. Personne ne l'a fait, j'étais assez déçu. J'aurais adoré rencontrer des gens qui me détestent et Dieu sait qu'il y en a énormément. Donc, j'étais assez étonné qu'il n'y en ait pas. En tout cas, ouais, le week-end était très cool, donc voilà, je remercie encore une nouvelle fois tous ceux qui étaient là-bas, tous ceux qui étaient sur place, tous ceux qui étaient avec nous, parce qu'il y a des gens qui m'ont supporté une grosse partie du week-end, donc je les remercie aussi, et assez pressé de remettre ça l'année prochaine. Maxime, le Grand Prix du Mans, toi, c'était cool ou quoi? Je me rappelle plus, mec. Il y a eu une bagarre dans des graviers. Ouais, bah après, ça, c'est des humains. Enfin, je sais pas si on y revient dessus, mais... C'était pas prévu, mais tu peux... Ouais, c'est pas nécessaire, il y a eu assez de débat peut-être dessus. Ouais, je pense. Mais non, je pense que c'était un week-end sympa, ça finit avec un Français sur le podium. Ambiance giga cool. Même en suivant de loin, en fait, tu sentais la hype qui transpirait sur Twitter. Ça avait l'air assez incroyable à vivre de l'intérieur, en tout cas. Donc non. Puis le spectacle était quand même plutôt pas mal, assez divertissant, que ce soit course sprint ou courses longues du dimanche. Non, c'était plutôt cool. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Beaucoup de grosse ambiance, la course était très cool, la course à sprint était assez sympa aussi et tout. Donc pour le coup, on a été assez gâtés et pas de pluie, grosso modo, un petit peu. Je faisais un peu l'acteur dans mes stories Instagram, mais c'était pas cata. C'était pas cata. Non, pour un week-end en moins, et surtout par rapport à ce qu'ils avaient annoncé. Ouais, exactement. Parlons d'actualité un petit peu parce qu'il y a 2-3 petites choses à dire et notamment la bombe qui est tombée pendant le week-end du Mugello, la séparation entre Fabio Quartararo et son manager Eric Mahé. Ils travaillaient ensemble depuis 2016 et l'arrivée en Moto 2 je crois du français, c'est Eric Mahé qui est, on va pas se mentir, à l'origine et qui est l'architecte, je pense, d'une grosse partie de la carrière de Fabio Quartararo. Quartararo lui doit énormément de choses, je pense. Mais ils ont décidé de se séparer. Ça arrive à un moment où la carrière du Français est très compliquée, où les performances sportives du Français sont dramatiques, où la relation avec Yamaha est très complexe. Maxime, je te pose la question, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu l'analyses, etc. Un peu du mal à l'analyser maintenant, parce que c'est des trucs qui nous touchent pas forcément.
C'est pas des trucs qu'on peut palper en fait, c'est pas des trucs qu'on peut voir. Nous, C'est ce tout. qu'on voit juste en bise, c'est que ça marche pas. Et je suis pas sûr que ça changera grand chose à la situation actuelle. Qu'il soit là ou pas Eric Mahé avec Quartaro. Mais donc, ouais, c'est un peu le sentiment que j'ai. C'est ni chaud ni froid. Pour moi, ça me fait pas grand chose. On rigolera peut-être sur quelques communiqués. Mais on verra plus tard ce que ça fait sur les décisions qu'il prendra. Peut-être à la fin de la saison, peut-être en cours, peut-être plus tard. Mais pour l'instant, à l'instant T, et surtout sur le sportif, ça influe pas grand-chose, donc ça me touche pas spécialement. Dac. Amélie, même question. Qu'est-ce que tu penses de cette news? Bon, je suis assez d'accord avec Max pour dire qu'au quotidien, ça va nous changer grand-chose. Effectivement, par exemple, ce week-end, ça n'a absolument rien changé. Par contre, je trouve que c'est quand même hyper symptomatique de globalement ce qui se passe chez Quartararo en ce moment, à savoir le mec est perdu, c'est décision après décision, parce que je pense qu'il sait juste pas quoi faire. Il est un peu coincé dans une situation où ça bouge pas, ça s'améliore pas, et entre rien faire et faire n'importe quoi, il sait plus où il en est, quoi. Et je pense que c'est juste symptomatique que je pense qu'il s'est dit de toute façon faut faire quelque chose. Voilà, mais à mon avis effectivement ça va pas changer grand chose tout de suite. Après probablement que derrière ça va peut-être se connaître, comme dit Max, sur les décisions à venir qui de toute façon devront être prises. Donc à mon avis c'est juste symptomatique d'à quel point il est perdu, quoi. Ouais, je suis d'accord avec cette analyse. Après, il a dit, Quartaro, en interview, que ils avaient depuis longtemps prévu de se séparer, qu'ils savaient qu'ils feraient pas leur carrière ensemble. Après, on m'enlèvera pas de l'esprit que même s'ils avaient prévu un jour d'arrêter de travailler, tous les deux, le timing est claqué au sol, parce que c'est juste la période de la carrière de Quartaro la plus compliquée depuis 2019, au moins. Avant, c'est difficile de juger, mais il y avait moins de lumière et il y avait moins d'attente, donc il avait même moins d'attente De toute sa pour carrière, lui-même. hein. Voilà. Donc je trouve le timing de cette décision horrible, de chez horrible. Ouais, je pense qu'on a un peu de l'extérieur comme ça. Alors Maxime a 100% raison en disant nous, on n'est pas capable de dire quel impact ça a. Nous, ça nous change pas la vie, etc. Je sais pas qu'est-ce que ça change au quotidien pour Quartaro. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ressemble clairement à une décision qui est prise à la va-vite, sous le coup de la colère, parce que ça marche pas et que ça l'agace. Et je pense qu'il est frustré de la signature de chez Yamaha l'année dernière. Il a signé pour 2 ans et peut-être, alors là c'est de la discussion de comptoir, mais de toute façon on fait que ça ici, c'est de la supputation, peut-être qu'il tient une part, il attribue une part de responsabilité à sa situation actuelle à Eric Mahé. Peut-être que lui au final, on sait pas, ça c'est des choses internes, lui il avait voulu signer, il avait une autre offre qui l'intéressait, Eric Mahé l'a convaincu de signer chez Yam, et finalement ça se passe pas bien chez Yam, du coup il se sépare de son manager. C'est vrai, ce que je voulais dire C'est aussi, des c'est choses- qu'il a l'air assez coutumier du... Alors, c'est un peu compliqué, parce qu'après c'est un peu tous les pilotes, mais dans ce qui ressort souvent dans ses déclarations, et encore ce week-end, c'est que c'est souvent un peu la faute des autres. Et Complètement. alors déjà l'année dernière a dû être compliqué. Le résultat final est bien, donc je pense que c'est un peu un camouflet de, enfin c'est un peu, Oui. ça camoufle un peu la situation globale, mais je pense que il s'en sort très bien avec la trip qu'il avait l'année dernière. Et donc cette année ça recommence, et comme tu dis, ça se trouve lui il voulait pas re-signer là du tout, ou avait des réserves en tout cas. On l'a peut-être poussé pour certaines raisons qu'on connaît pas au final. Et après on fait que des suppositions, mais ça se trouve. Voilà, Mahé l'a peut-être orienté vers ce choix-là, et donc ça a précipité les choses. Je pense que dans son mood et dans sa façon de voir les choses, il est un peu, tu sais, on y reviendra toujours, c'est un peu la phrase de tonton, mais un peu typé, et il a, je pense qu'on modèle beaucoup Lewis Hamilton, qui gère lui son image tout seul. Je pense que c'était peut-être un de ses objectifs dans le futur, mais je pense que peut-être la situation actuelle a fait accélérer les choses. Ça c'est sûr. Ouais, je pense qu'on Après- peut dire avec quasi certitude, à mon avis, que si là la saison se déroulait comme il voulait, à savoir s'il était concurrent au titre, s'il était compétitif, machin, ça serait juste jamais arrivé, à mon avis, quoi. Ouais, bien sûr. c'est quasiment sûr. Il n'y aurait quasiment pas de sûr. raison que ce soit arrivé C'est- autrement c'est que très- parce que c'est ça va très- mal, quoi. Ouais, c'est très rare de voir des gros changements comme ça quand ça va bien. Quand ça va bien, Mhm. généralement, on change pas une équipe qui gagne, quoi. Comme tu dis, Cartas, c'est vraiment la signature de c'est un peu la faute des autres, et à force, quand ça fait 6 mois que tu remets tout sur Yam, il faut changer de cible Bon. aussi, tu vois. Donc, Après, tout est blanc. si ça enfin, s'améliore tout est pas, oui, oui. Ouais, il n'y a pas, Non, il y a je pas dis que pas du blanc ou que, du je dis noir. pas mais... que c'est que de sa faute à lui aussi, mais dans le sens où effectivement c'est un peu coutumier d'essayer de tout changer, alors que le problème vient pas, à mon avis, Ouais. d'Eric Mahé, quoi. Je pense que c'est un sacré bordel. Après, peut-être que ça les aidera aussi à mettre un peu tout ça au clair.
qui sont entre Puis bon, eux. de toute façon, il marche vachement aussi au mental, Quartararo. Donc s'il a besoin de changement, Ça ne peut le serait-ce que pour rebooster. tenir un tout petit peu, ouais, c'est ça. Juste se dire, bah, il y a du changement. Ça et a au bien moins, marché, hein. Spoiler. Ouais. Parce qu'apparemment, en plus, c'est quelque chose. la décision a Arrête, été vendredi prise à pour samedi, Jerez. c'était un peu ambitieux. Non, mais la décision apparemment a été prise à Jerez et c'était déjà effectif au Mans parce que Eric May apparemment n'était pas là. Effectivement. Alors, oui, j'étais dans les paddocks, je ne l'ai pas croisé. Effectivement. C'est pas à Jerez où il fait l'interview genre scandaleuse, Maë. Si. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien de causalité. Mais on sait pas. C'est pour ça on sait pas ce qui s'est passé. Et on sera Ouais. peut-être jamais, mais je pense que c'est beaucoup de choses. La situation actuelle, Ouais. il suffit qu'il se passe quelque chose qui soit la goutte d'eau et vas-y. Oui, puis Donc, c'est vrai que ça paraît pris à la va-vite, mais ça se trouve, c'était aussi dans les tuyaux depuis beaucoup plus longtemps que ça. Et juste, ça tombe maintenant, donc on fait rapidement les raccourcis parce que ça va mal. Exactement. Tu rajoutes une situation compliquée plus une interview catastrophique. Ça a été les deux choses qui ont fait accélérer un processus qu'ils avaient déjà en tête tous les deux depuis longtemps. Potentiellement. Plus tout ce qu'on sait pas. C'est ça qui. Exactement. Plus. Ouais, mais nous, on C'est-à-dire- brode 10 minutes sur des trucs sur lesquels on n'a aucune On a information. aucune on est idée. des On aime génies, trop ça, on mec. adore. Moins on en sait, mieux c'est. On aime trop spéculer, mec. Je rappelle qu'on a dit qu'on devait pas. On avait beaucoup de choses à dire qu'on ne devait pas traîner. On vient On de passer devait, quand ouais, même 10 exactement. minutes sur ça. J'allais le dire. Du coup, je propose qu'on parle un petit peu de sportif. Et avant qu'on enchaîne sur le débrief des courses et votre avis sur le circuit, je voulais juste votre avis sur l'accrochage Marquez-Pecco en Q1 ou en Q2. Grosso modo, juste pour vous la faire, Marquez Ça sort accroche. des stands. Bagnaia, alors accrochage pas physique, Ouais, mais en tout cas la ouais. petite embrouille, quoi, tu vois. Marquez sort des stands pour essayer d'attraper la route Bezzecchi, selon ses dires. Pecco arrive, Pecco dit que dit qu'il est gêné, alors que Marc Marquez est environ à 6 km de la moto de Bagnaia. Bagnaia s'énerve, lui fait des grands gestes. Marquez lui dit bah non, il n'y a rien. Il lui attrape la roue, ils font 1 et 2 en qualification. Et quand ça arrive en conférence de presse, Bagnaia dit j'ai rien à dire sur le sujet, je m'en fous. Et Marquez est un génie et il dit je voulais la roue de Bezzecchi. Je sais pas pourquoi il s'est énervé, mais en tout cas je le remercie parce que grâce à ça j'ai pu prendre sa roue et être deuxième. Je voulais juste votre avis vite fait là-dessus, que ce soit sur la partie purement piste, est-ce qu'il y a vraiment gêne ou pas, et sur la partie déclat, Maxime. Sur la partie piste, je pense que c'est compréhensible. Comment dire quelqu'un d'autre aurait peut-être, je sais pas, il aurait pu très bien freiner plus tôt. Il aurait Et pu. voilà, il sort devant, ça le gêne, je pense, et Bagnaia frustré. C'est pas tellement contre Marquez, ça aurait pu être n'importe qui, je pense, il aurait gueulé, tu vois. Et vraiment, il est frustré parce que je pense il se déconcentre lui-même. Et je pense, après, il crie sur Marquez, mais c'est une façon d'évacuer sa frustration, je pense. Puis après, l'autre, il colle au basque pendant un tour, donc forcément, ça l'agace encore plus. Après, je trouve ça intelligent de la part de Bagnaia de pas commenter, de pas rentrer dans la guerre du tout. Oui, Il a je suis pas d'accord. besoin de ça. Il a pas besoin de ça. Et Marquez, c'est pas du tout son adversaire. Et même s'il l'était, je pense que c'est très intelligent de pas y rentrer dedans. Il tente quand même Marquez. Et c'est pour ça qu'on l'aime, c'est drôle. Mais et je pense qu'il il a été briefé autant par Ducati que par Rossi, peut-être, en lui disant, mec, surtout rentre pas dans une guerre avec lui. Mais après, les grands pontes de chez Ducati s'en chargent pour faire de la politique. Donc je pense que c'est plutôt une bataille dans laquelle Marquez perdra, ou en fait il n'y a pas de guerre à avoir, quoi. Yes, je suis assez d'accord. Amélie, ton avis? Moi, je pense, à mon avis, à mon sens, sur la piste, il y a quasiment juste rien, et c'est plus au contraire parce que c'est Marquez qu'il y a une réaction comme ça, et parce qu'on sait qu'il a l'habitude de faire ça, et que forcément, du coup, tout de suite, il y a de l'interprétation en ce sens parce que c'est lui. Mais en soi, sur la piste, si c'était quelqu'un d'autre, ça aurait juste fait quasiment pas de drama, je pense. Et je pense que c'est aussi pour ça que Bagnaia a réagi comme ça, parce que c'est Marquez. Après, oui, la façon de réagir de Bagnaia est intelligente. Moi, j'adore la com à la Marquez. Moi aussi. Il me fait juste trop rire, genre... tous ces petits pics, ces petits sourires, ces petits machins. Effectivement, Bagnaia il dit je m'en fous, ça me concerne pas en conférence de presse, mais même là tu sais que ça l'a fait quand même chier, que Marquez, il y a un petit côté Marquez il gagne quand même un petit peu parce que ça l'atteint, et moi j'adore cette com. Juste pour le spectacle, j'ai trouvé ça cool. Après, effectivement, je pense que Marquez il récolte aussi ce qu'il a semé, à savoir que depuis le temps qu'il se comporte comme ça, le moindre truc, les gens ils vont direct l'attaquer et prendre mal et machin, et ça lance un gros truc. Mais franchement, il m'a quand même régalé. J'ai souri autour de ça parce que c'est du grand Marquez, quoi.
Yes, pareil, je vais pas vous paraphraser, je suis assez d'accord. Juste pour une fois, Bagnaia a eu une bonne réaction, je trouve, parce que derrière ça, il va claquer la pôle, il va claquer un temps assez colossal. Donc, pour le coup, belle réaction sportive de Bagnaia aussi. Surtout Qu'il qu'on se en laisse fait en tout beaucoup cas pour. pas déconcentré et puis ça n'a Exactement. pas d'effet parce qu'il y a quelqu'un d'autre avec un tout petit peu moins de mental aurait eu vite fait aussi de se faire Ouais, avoir de se à la déconcentrer. Et on sait que Marquez, hein, ouais. Bagnaia est capable de ça, donc c'est pour ça que pour le coup, il y a une Oui. belle réaction de Bagnaia. il a été même Après, surprenant bien. Après, tu vois, je trouve Tout ça dommage qu'ils entretiennent ça au final, parce que tu vois, on en parle encore alors qu'il s'est vraiment rien passé pour le coup. Enfin, c'est genre, Ah oui. c'est plus que rien. Mais c'est Mais, parce mais que après, il y a, c'est je crois que c'est Marquez aussi, hein. c'est Chabati sur la grille qui en rajoute, genre, quand il interviewe Ouais. Canal le dimanche, s'il te plaît, le dimanche. Il y revient dessus en lâchant un petit message énigmatique. Enfin, je trouve ça inutile. Et ça sert à rien de l'entretenir, il s'est rien passé. Enfin, Oui, c'est inutile, mais C'est comme enfin, de manière générale aussi, je pense que l'opinion publique aime bien le personnage que Marquez fait. Marquez, il sait très bien ce qu'il fait. Puis un petit peu de drama, ça fait jamais de mal Ouais, mais au dehors de la piste, tu vois. aucun Intérêt, clairement. Ah oui, aucun de relancer ça aucun pour intérêt. Ducati. Enfin, mais bon, c'est comme ça. Ah oui, complet. Mais Ducati, je pense qu'ils sont tellement inattaquables en ce moment que ça fait plaisir de pouvoir leur faire des petites piques sur autre chose. Tiens. C'est pas faux. Avant qu'on enchaîne, du coup, je vous demande votre avis vite fait sur le circuit. Amélie, qu'est-ce que tu penses de ce circuit qui est le Mugello? Moi, j'aime bien le Mugello. Je trouve que c'est un beau circuit. Pas particulièrement dangereux ou plus. Franchement, j'ai pas des milliers de choses à en dire. La seule chose que j'en ai discuté avec mon père, je lui ai dit, toi, tu penses quoi du circuit? Et la seule chose qu'a dit mon père, c'est si les motos elles prennent 360, ça n'a rien à voir avec le circuit et juste avec Gigi Dall'Igna. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le circuit pour citer mon père. Et toi, Maxime? Intéressant en Moto 3. Incroyable. Il devrait rouler là-dessus toute l'année. Bah, en fait, Mais, en Moto 3, il est chiant. Là, il n'y a pas eu trop eu ça, mais en Moto 3, il pourrait y avoir que 3 tours d'habitude dans les courses parce qu'en fait, ils rentrent dans le dernier tour, ils sont tous en paquet de 25. Donc, Ah, mais c'est incroyable. général. Il se passe des choses, qu'au moins on se fait pas chier. Mais, Ouais. mais après, c'est un circuit ok, quoi. C'est pas transcendant. C'est cool, c'est bien. C'est pas le transcendant, pire, mais c'est mais pas le bon. meilleur, quoi. C'est pas transcendant le Mugello, mec, tu vas te faire. Ouais, mais enfin, c'était pas. Ah non, mais moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est un bon circuit. Je trouve qu'il est surcoté parce que les gens nous le vendent comme potentiellement le meilleur de l'année, alors que pas du tout pour moi. Je sais pas, on n'a pas des images spectaculaires, on n'a pas des grands virages avec des grands travers, des grandes slow-mo, des grandes passes En vrai, d'armes, Tu regardes d'ailleurs, il n'y a pas on n'a tellement des- de. On n'a pas des trucs qui nous font vibrer, quoi, tu vois, genre des trucs où on Et se dit, même, waouh. même au niveau de la course, ça se ressent pas. T'as pas tout un tas de faits de course liés au circuit comme t'as ailleurs, Portimao ou autre, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour moi, il y a deux trucs qui sont cool. C'est la fin de la ligne droite avec San Donato, le premier virage, là, qui est vraiment très cool. Et Arrabbiata 1 et 2, qui sont les virages en montée, là, sur l'angle, qui passent très très fort. Ça, c'est joli. Mais il est vallonné et tout. C'est un beau circuit, vraiment. Il mérite d'avoir sa place ici, etc. Mais. Ah, tu veux pas le Ouais, mais supprimer après- du calendrier, c'est déjà ça. Non, bah non, quand même. Il mérite d'avoir sa place. Mais oui, quand même. Ceux qui disent que c'est le meilleur du monde, ils vont pas apprécier. Non, mais c'est pas grave. Allez, bah, je vous propose qu'on enchaîne avec les débriefs des courses. C'est parti pour la Moto 3. La course Moto 3, donc sur ce magnifique circuit du Mugello. Maxime, je te laisse les manettes pour nous raconter ça. Avant de vous parler de la course et du sportif, je voulais quand même qu'on ait une petite pensée pour un jeune pilote français qui nous a quitté trop tôt cette année. RIP Lorenzo Felon, toujours pas là, opéré le 30 mars, 10 semaines d'absence pour une omoplate grandement fracturée et des problèmes de luxation d'épaule à répétition. On sait que c'est difficile de revenir d'une omoplate fracturée, on peut en témoigner Enea Bastianini, bon, sauf que lui il revient pour une moto qui fait 300 chevaux. Felon, je suis pas sûr qu'il en soit là. Mais bon, toujours pas là. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il y a des chances qu'on le revoie jamais, je pense, ou épisodiquement, parce que, enfin bon, on va pas revenir sur le truc, hein, mais tout ce qui lui est arrivé personnellement, en plus fin d'année dernière, ont pas dû l'aider. Déjà, il avait pas l'air d'avoir une motivation à toute épreuve. Là, en plus, il se blesse, il met du temps à revenir. Luxation d'épaule, j'ai eu ça au début de l'année, ça fait mal, hein, c'est pas la question, mais un sportif pro et tout, je trouve que c'est très long pour revenir. Omoplate pété quand même, sur un tour de chauffe, omoplate pété. Bon. Ah oui, non mais ça marche une Moto 3, t'as vu, ça guidonne. Hein. Non, après, c'était non, mais après, on espère pour lui. On espère. Aussi pour sa défense, avant que il avait annoncé qu'il souhaitait prendre son temps. Avant de revenir, pas brûler les étapes, etc. C'est ce qu'il avait dit. C'est son dernier communiqué, enfin, les derniers articles qui parlent de lui. En tout cas, il avait dit vouloir prendre son temps.
le temps, est-ce qu'il va pouvoir le prendre, Amélie, en sachant que, par exemple, Mignot, son remplaçant, partait 7ème sur la grille ce week-end? Justement, je pense qu'il y a deux choses. Il y a à la fois le fait qu'effectivement, il voulait prendre le temps, machin. Et comme dit Kevin, je trouve que c'est quand même de toute façon très long comme convalescence. Et d'ailleurs, j'étais assez étonnée parce que dans son dernier communiqué dont tu parles, il avait l'air encore assez motivé, d'avoir assez le moral, alors que, à mon sens, exactement en début de saison, il n'avait pas une motivation à toute épreuve. Et en plus, vu qu'il traîne, je suis en train de me dire, ça sent très mauvais. Et il y a aussi surtout qu'effectivement, ça pousse pour prendre sa place sur la grille et qu'eux, ils n'attendent pas. Donc, à mon avis, il y a les deux choses. Il n'est pas motivé et derrière, il y a tout le monde qui veut prendre sa place. Ça sent pas bon. Pour ma part, un peu peur que ce soit quand même un peu... Pas un robot, mais qu'il était là parce que son père le poussait vachement, la passion commune, etc., qu'ils vivaient ensemble. Moi, c'est ma théorie aussi. Depuis qu'il est plus là, son père, un peu peur que ces dernières déclats soient un peu poussés par les sponsors et par le fait que voilà, il était engagé, ils sont obligés de le faire. On verra bien, peut-être qu'il nous fera mentir. On parle, on spécule J'ai encore. l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui font que ça va peut-être être compliqué de revenir. Et est-ce que quand il va vouloir ou qu'il sera prêt à revenir, il y aura encore de la place pour lui? La comparaison peut faire mal en tout cas, je pense. En tout cas, ses petits collègues l'ont pas attendu, et surtout Denis Onchou, qui était particulièrement performant ce week-end. C'est tout simple, il a fait premier de la FP1, FP2, FP3, Q2. Il partait premier sur la grille en étant particulièrement solide dans le secteur 3. Personne ne comprenait par là où il passait. En sachant qu'à la qualif, Kelso 2ème, Moreira 4ème, Nepa 7ème, Artigas 8ème, Ortola 10ème, était pénalisé pour irresponsibility riding. Je vais recommencer. Bel accent. Je suis mélangé. Irresponsible rating. Ouais, ça fait... Non, je vais pas couper mon pote. Donc ils étaient pénalisés pour pilotage irresponsable. Donc fond de grille et long lap pour ces pilotes-là. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Non, mais pas étonné parce que c'est un circuit où l'aspiration joue énormément et du coup ils ont dû attendre pour prendre des roues et du coup ils sont sanctionnés. Ça s'est passé à la FP3 je pense en plus, donc c'est vraiment ouais, je pense. Un peu con. Du coup, ce qu'ils nous donne sur la grille, Onchou 1er, Sasaki 2ème, Olgado 3ème, Masia 6ème et David Alonso 10ème. Pourquoi je ne cite que ces 5 personnes? Parce que c'est ceux qui vont animer la course. Les autres, on les verra pas forcément. Onchou va faire le all shot, va sortir premier. Et ensuite, ce groupe de 5 va vite se former. Ils vont pas se lâcher pendant 17 tours, on va pas se mentir. Et ça va devenir animé à 5 tours de la fin. Où là, vraiment, ça va commencer à se prendre des aspi. Ça s'est pris des aspi toute la course. Mais là, ça va vraiment commencer à se doubler, à faire des 3 de front au premier virage, à se faire des inters, externes, etc. Ce qui va même pousser la direction de course à lâcher un petit conduct warning sur le tableau de bord de ces 5 garçons. Je te vois secouer la tête, Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Non mais, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, sans déconner? Il y a rien du tout. Juste, ça s'attaque, ça se coupe les trajectoires et tout. C'est en plus assez propre, je trouve, il y a rien de cata. Il n'y a pas de coup de carénage, il n'y a pas... C'est on assez a vu héroïque. 1000 fois pire. Et C'est assez qu'est-ce héroïque qu'ils vont leur... Non mais oui. Que personne Qu'est-ce se qu'ils sorte... vont leur faire ça? Je comprends pas du tout. Enfin, vraiment, ils ont envie de niquer ce sport. Moi, je vois que ça. Oui, c'est plutôt ça. On a un spectacle de fou. T'es debout devant ta télé et les autres, ils envoient ça. Ah non. Ils ont pas apparemment les mêmes intérêts que nous pour ce sport. Si t'aimes pas ce sport, arrête de... Est-ce que ça servait à quelque chose, honnêtement? Non. Absolument Mais pas. heureusement. Parce qu'on attaque le dernier tour avec Sasaki en tête, un peu la place du con, enfin en tout cas c'est ce que moi je me suis dit, avec Masia 2ème, Onchou 3ème, Olgado et Alonso 4 et 5 juste derrière. Et bien en fait Sasaki, il va résister jusqu'au premier virage, il va pas se faire doubler. On sait qu'Onchou avec des petits problèmes dans la ligne droite, il est un peu moins performant que les autres en tout cas. Et dès qu'il va dégager son gabarit de sanglier derrière Masia, ça va faire aérofrein en fait, donc tout le monde va le redoubler, il a failli se faire percuter par Olgado. Du coup il va taper dans Masia et là ça devient un peu chaud. Tout le monde fait un peu l'inter-exter au premier virage et c'est au final Sasaki qui va ressortir premier, qui va se faire directement redoubler par Olgado et Onchou qui va en profiter et là ça va être la guerre jusqu'au Arabiata. Et là on a pu se rendre compte qu'en fait Onchou était le plus performant et là est-ce que vous comprenez pourquoi Onchou décide de passer devant Olgado en fait? Oui, moi je comprends parce que après je vais le découper Denis Onchou, mais je comprends pour deux raisons. La première, c'est qu'il sait très bien que dans la ligne droite, s'il sort derrière, il manque trop de vitesse, sans doute dû à son gabarit aussi. Il doit faire 10 kilos de plus que les autres, donc il manque trop de vitesse et il sait que même à la spi c'est compliqué, toute la course, même à la spi tout le monde se double à la spi et lui il a du mal.
et il double à cet endroit parce qu'il sait où est-ce qu'il est plus fort. Il sait qu'il met 5 dixièmes à tout le monde dans le secteur 3. Donc en entrée de secteur 3, il se dit je passe, j'essaie de leur mettre un éclat et je prie pour que ça passe pas jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc en fait sa stratégie elle est pas si mauvaise. Son dépassement il est incisif, il est vraiment en mode, il lui met un petit coup en mode, il essaie de l'intimider un peu le Olgado. Très très chaud. Ouais, mais pour le coup c'est ce qu'il fallait faire. Moi je pense qu'il a eu la bonne stratégie et on va le voir, tu vas dérouler ton truc, mais c'est pas loin d'être payant quand même. Qu'est-ce que t'en as passé toi Amélie? Rien à dire de plus. Il a tout dit. Il a tout dit, je vais pas paraphraser. Non, franchement, j'ai rien du tout à dire de plus. Je suis assez d'accord avec Kevin. De toute façon, ouais, ça se verra après que. Enfin, je suis d'accord que de toute façon, il n'avait pas trop d'autres choix que de faire ça. C'est un peu la seule possibilité qu'il avait de tenter. Donc. Alors moi je suis pas si d'accord que ça avec vous parce que Jules Cluzel là s'est bien fait remarquer. Honshu il s'est un peu agité toute la course. On le déteste d'ailleurs, hein, il était vraiment détestable. Il voulait absolument prendre la tête, absolument passer devant tout le monde parce qu'il était persuadé d'avoir plus de rythme, ce qui était pas faux. Mais sauf que les autres du coup ils ont pu voir comment il passait. Alors c'est peut-être une légende, mais en tout cas il a lâché personne dans le secteur 3, ils sont sortis à son cul dans le secteur 4. Ah si, il avait que 3 dixièmes, il avait vraiment pas... Il y a un petit truc rien quand du tout. même, Je te jure que Sasaki le dernier tour il attaque plus loin que lui. Ouais, j'ai l'impression que sorti du secteur 3, ils sont plus exactement dans son échappement quand même. Et même sorti d'un virage, Olgado, il est pas dans sa roue quoi. Il a dit secteur 4 alors qu'il n'y a pas de secteur 4 d'ailleurs. C'est compliqué. Ouais. Je pense qu'il avait pas trop de solutions. Secteur 3 en tout cas, les autres derrière, ils sont comme des chiens. Ils lâchent pas, ils sont vraiment à la limite je pense par contre. Mais il arrive pas à faire le trou, c'est peut-être dû aussi à des pneus usés, attention, il a 17ème tour sur 17. Tu fais pas la même différence qu'avec un 39, mais en tout cas il sort pas assez loin et il se fait prendre sur la ligne par Olgado, voire presque par Sasaki. Il a eu chaud sur ce coup-là. Qu'est-ce que vous avez pensé du coup de ces derniers tours? Voilà ce que j'en ai pensé. Vas-y, je te laisse développer d'abord Amélie. Ouais. Vas-y Amélie. Moi je suis d'accord que c'était bon, je trouvais que c'était de toute façon un spectacle de fou. Je suis beaucoup moins catégorique que Kevin, j'aurais pas été outrée si Honshu l'avait fait. Après pour le spectacle j'ai trouvé ça trop beau et j'étais à peu près certaine que Sasaki allait aussi lui laisser la 3ème place. Finalement non, il était en planque derrière, il attendait que ça, mais non je suis pas fâchée que Olgado ait gagné, ni que Honshu l'avait gagné. Mais voilà, je trouve que c'est un beau spectacle. Est-ce que tu trouves pas, Kevin, un peu qu'en fait, il mérite de se faire sauter avec le comportement qu'il a eu toute la course? Oui, ah non mais oui. Moi je trouve que oui, je le trouve. Ça fait plusieurs fois que je le dis, je trouve que sa mentalité a l'air un peu catastrophique. À Valence l'année dernière, je l'ai trouvé honteux parce qu'il se fait rouler dessus par Guevara dans le dernier tour et quand ses mécanos viennent pour le féliciter, le consoler un peu et tout, il est en mode cassez-vous et tout, enfin je sais pas, j'aime pas du tout sa mentalité. Le gars fait des grands gestes toute la course, frérot, concentre-toi, tiens le guidon, ça sert pour tourner dans les virages, tu vois. Et ouais, je sais pas, j'aime pas du tout sa mentalité. Il est fort, c'est pas la question. Mais ouais, alors là, franchement, en plus, je crois que mon préféré de la catégorie, c'est Olgado. Donc, il vient lui faire un petit truc là, un petit en mode autoritaire, genre tu vas rester 2ème, et derrière, un demi-tour plus tard, l'autre il le saute sur la ligne. Ah ouais, moi j'étais content. Pour le coup, j'étais content. Comme toute la course, il a fait que les doubler, il a fait des signes, genre suivez-moi, je suis le meilleur. Bon, par contre, il était vraiment fort parce que moi, samedi, j'étais vraiment certaine que c'était pour lui dimanche. Et j'étais d'ailleurs étonnée qu'il y ait autant de concurrence parce que je pensais qu'il allait aussi survoler la course. Pour être certaine. Moi aussi, parce que les essais. Vas-y. Pour la première fois de ma vie, peut-être j'ai grosso modo tout vu. Ce qu'il leur met en P1, P2, P3, c'est la folie. Il était vraiment au-dessus. Il était genre entre 5 et 7 dixièmes plus rapide que tout le monde. Moi je pensais vraiment que c'était pour lui dimanche. Ouais, et j'étais moi aussi. étonnée d'ailleurs qu'il n'y a pas plus d'écart que ça. Ouais, j'avais peur qu'il s'échappe. J'avais peur qu'il réussisse à s'échapper. Je pensais vraiment que ça ferait ça. Donc, du coup, encore plus satisfait du spectacle. À noter quand même que du coup les 4 derrière, même les 5, ils ont réussi à emmener un train d'enfer et personne n'est tombé, pas de déchets. Donc c'est quand même à noter dans cette catégorie, où il y en a quand même assez souvent. Il y en a souvent au moins un qui se met. Donc le Mugello n'est pas un circuit très dangereux. Parce que tu fais exactement la même chose à Portimao, il y a 3 morts. T'en parleras à Sasaki du coup, parce que vu ce qui se met au dernier tour. Suzuki, pardon. Suzuki, ouais. Il s'est défoncé, c'est incroyable. Petite pensée quand même pour Moreira, qui part P24, sort P9 au bout de 3 tours.
il se mange De à toute façon- l'enveloppe, mais il remonte quand même 7. Franchement, Ouais, c'était lui, honorable. c'est Hein. honorable. Ouais, la 7ème place est honorable. Hein, parce que fond de la grille plus longue lap. Lui et Ortola, sans la pénalité, ils sont dans le groupe de devant. Je pense que ça joue, hein. Ça aurait été beau. Hein. Dommage. Ouais, ça aurait été vraiment incroyable. beau. Ça aurait été incroyable. Du coup, tout ceci nous amène à une petite question que je voulais vous poser quand même. Est-ce que dans l'état des choses, Denis Onjou, il peut vraiment prétendre au titre, surtout après un week-end comme ça? Est-ce qu'il remonte un peu dans les côtes? Et est-ce que c'est un candidat sérieux au final à un guidon de Moto 2 l'année prochaine quand il montre un week-end comme ça? Vas-y, Amélie. Moi, je pense que oui, parce que encore une fois, je répète ce qu'on a dit juste avant, mais quand tu vois comme il survolait les essais samedi, si dimanche il arrive ne serait-ce qu'à s'échapper un petit peu et que t'as pas une telle bataille, pour moi, il est clairement là. Et c'est pas du hasard, c'est pas une fois où là il était là et parce que ça tombe devant ou je sais pas quoi, il a vraiment les moyens de se battre. Donc moi, je pense que c'est un candidat au titre. Après. Ouais. Après, il y a aussi énormément de concurrence là sur le plateau en Moto 3, donc ça dépendra aussi des autres. Je pense que si je dis pas de bêtises, on rappelle juste Olgado à 100... Que point? 109. J'ai pas le... 109? Attends. Ah, ok. Il y a plus ou moins 30 points avec Mazia, non? 35? 109 points pour le Gado. Ensuite, c'est Mazia à 35. 35. Mhm. Ortola à 41, Morera à 45 et Sasaki à 50. Donc tu vois, Denis Onjou, il est même pas dans les 5 premiers au classement. Ouais, mais par contre, c'est vraiment serré devant aussi. Ouais. Il y a 5 à peu Il près y a entre plus de chaque, 30 points donc, d'avance pour Ortola quand même. Hein. Oui, mais derrière, il y a 5. Tu Derrière, vois, c'est serré. L'autre, il est à 35 et c'est tout à 5 les uns des autres. Donc, t'as vite fait aussi de remonter, surtout quand s'il survole un peu. Kevin, du coup? Moi, j'y crois pas du tout. Il manque de régularité. Son début de saison, il est très très compliqué. Hein. Donc, il arrive là à ressortir un petit peu la tête de l'eau. Mhm. Mais ouais, c'est serré devant, mais il y a quand même beaucoup de pilotes en fait. Avoir 10 points de retard sur 6 pilotes, c'est pas avoir 10 points de retard sur 2 pilotes quoi. Et puis moi, je pense que c'est pas il a du mal à se canaliser, il a du mal à se concentrer, et du coup c'est compliqué de réussir. Pour moi, quand tu domines autant un week-end comme il l'a fait, tu peux pas ne pas le gagner. Si tu gagnes pas un week-end après l'avoir dominé comme ça, bah tu peux pas prétendre au titre en fait, parce que du coup il y a un autre mec moi, lui il je a suis pas d'accord dominé. parce que il a failli le gagner, tu vois ce que je veux dire, c'est pas comme s'il domine et puis il se fout dehors. Là, c'est vraiment concours de circonstances de pas le Oui, gagner. t'as pas tort. C'est pas comme si Et c'était de sabordé pas tout seul et grand-chose, tout. tu vois. Oui, ni qu'il était d'un seul coup survolé les essais, mais qui fait 5, 10, j'en sais rien. Là, franchement, il s'en est fallu de peu qu'il prenne sa première victoire et il a été là toute la course. Et en plus, je trouve qu'en ligne droite, il était moins bon, il était moins performant. Non, je pense qu'il a quand même beaucoup de mérite, même si tu l'aimes pas. Effectivement, il y a pas. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas beaucoup de pilotes que j'aime pas, mais alors j'ai vraiment du mal avec Denis Onjou, très clairement. Et pour répondre à la question, tu l'as posée ou pas sur la Moto 2 ? Moi en Moto 2 par contre je pense que oui il est taillé pour ça, parce que un peu comme ça arrivait à plein de pilotes, ils sont pas le gabarit pour la Moto 3, c'est trop compliqué. Là rajoute-lui 10 km dans la ligne droite, il le voit pas de la course, hein, très clairement. Donc ouais, moi je le vois, en fait je vois un peu le même syndrome que Barry Baltus, mais plus. En Moto 3 on le voyait pas, il passe en Moto 2 et on commence à le voir, il fait des petites choses. Et ben je vois Denis Onjou faire pareil en fait, mais en plus fort. Ok. Donc ouais, je le vois bien. Pedro Acosta passe en MotoGP l'année prochaine et Denis Onjou prendre sa place. Oh. Ouais, j'en ai rien à cirer. Olgado Moi je suis un oracle, j'ai dit l'avenir. Olgado existe quand même dans ton monde. Ouais, mais. Ouais, bah après, quoique Arenas, mec, ça s'en va aussi. Hein. Si j'allais dire Arenas, frère. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est ok pour toi ? C'est carrément ok pour moi, mec. Eh ben, c'était Point de très, classement, très ouais, bien, du coup, c'est fait. Très bien. Je te T'es chaud, félicite Max. pour ce host de qualité. Et je le trouve chou, il est si investi. Ok, calme-toi quand même, redescends. Il vient de faire le signe de Jules, il est donc licencié de ce podcast, Ah, mais bien pas... entendu. C'était pas en off là ? C'était pas. Non, C'était ça pas sera à moi jamais qui rien disais que tu à te tirer, calmais, mec. c'était à toi. Je monte rien du tout. Ah, ok, parce que j'étais en train de parler de ma transpiration sinon et tout, parce que. Bon, très bien. Allez, c'est parti pour le Moto 2. Moto 2, donc ça va être compliqué de vous raconter cette course de manière aussi bonne que vient de le faire Maxime pour le Moto 3. Hein. Ça c'est sûr, je vais faire de mon mieux pour être au niveau. Il s'est rien passé, mec, c'est normal. Il s'est juste rien passé.
Paul de Aaron Canet, mais qui se blesse. Alors lui, vraiment, Yvan n'est pas là, mais je vais le dire à sa place, il est enculé par le destin. Enfin, à un moment donné, je vois que ça pour lui. Dès qu'il lui arrive quelque chose de bien, bam, on lui retire. C'est vraiment une catastrophe. Alors on lui retire, non, il va prendre la pole, il partira, mais clairement il va être diminué. On va avoir un all shot de monsieur Pedro Acosta qui lui partait deuxième et c'est Alonso Lopez qui partait troisième. Derrière, on va avoir une grosse chute au premier virage entre Aldeguer, Binder et Alcoba. Personne n'est choqué, c'est 3 mecs qui sont tout le temps la tête dans le gravier. Donc, franchement, rien d'incroyable là-dedans. Pour le coup, c'est la seule différence habituellement, c'est que c'est pas Alcoba qui a poussé tout le monde. Pour le coup, c'est Aldeguer qui part l'avant et qui va faucher. Et en vrai, cette année, on peut le dire quand même vite fait, Binder, il est aussi enculé par le sort. Hein. Ça fait un paquet de fois qu'il se fait sortir tout seul. Il a pas de chance. Alors qu'il fait une saison où il a du rythme, pour le coup. C'est ok. Sam Lowe est deuxième, il fait un bon départ et Alonso Lopez est juste derrière qui a fait un super départ. Alonso Lopez, alors du coup non, c'est Sam Lowe qui était 3, Alonso Lopez était plus loin. Il va faire un bon départ et réussir à accrocher le wagon de Pedro Acosta et de Sam Lowe, voilà. Mais Alonso Lopez s'est dit quel wagon. Voilà. Il s'est dit qu'il allait gâcher la course de notre ami anglais parce que comme il s'engage pas assez lui-même, il s'auto-saborde pas assez, il a considéré Alonso Lopez, il dit je vais l'aider un peu. Il est venu mettre sa moto où il n'y avait pas la place et c'est le bac à gravier instantanément. Derrière, l'ami Alonso Lopez va prendre un long lap qui va rater complètement. Ça m'a buté de rire et du coup il va devoir en faire un deuxième. Maxime, je te pose la question, qu'est-ce que tu penses premièrement de l'accrochage en lui-même, est-ce que le long lap est mérité? Et deuxièmement, qu'est-ce que tu penses de la sanction de lui imposer un deuxième long lap après avoir raté le premier? Alors, sur l'accrochage, franchement, c'est propre, parce que il défonce la course de l'autre, mais lui, il conserve la sienne, c'est quand même pas mal. On a affaire à un professionnel, c'est-à-dire que le mec est bon. Mais il est habitué, c'est pas son goût d'essai. Hein. Sam Lowe, j'ai cru qu'il allait l'attendre au bord de la piste, tu sais, faire comme le gars en karting, il y a peut-être 3-4 ans, et lui jeter un truc à la gueule quand il passe au tour d'après. Vraiment, genre, il était, mais il était vert quand il rentre au paddock. J'ai cru qu'il allait taper, mais son mécano, il savait même pas où se mettre. Il arrive pour lui parler, l'autre, j'ai cru qu'il allait lui mettre un coup de casque. Vraiment, genre, il était, mais fou de rage. Il était fou. C'est dommage pour lui parce que je pense que il commence vraiment à trouver quelque chose, et même il a dit, je crois, j'ai jamais été aussi vite dans ma carrière que maintenant. C'est sa 10e saison en Moto 2, faut trouver quelque chose un jour à un moment donné. Enfin, je sais pas, mais la poignée de gaz, la première, trouve quelque chose, frère. Puis attends, j'ai jamais été aussi vite que maintenant. Si t'allais pas vite avant, c'est déjà un peu facile. Mais après, il a pour sa défense, moi je trouve que quand même il a été souvent assez vite. Il est capable d'aller très vite, oui, mais très irrégulier. Mais bref, oui, du coup, exactement ça. Si en plus de sa régularité il croise Alonso Lopez, pas de chance. Mais du coup. Non, après long lap mérité, on va pas revenir là-dessus, je pense pas. Il se saborde tout seul, là pour le coup vraiment professionnel dans l'accrochage, mais pour le long lap, moins fort. Masterclass. Il sort dans le gravier sur le long lap. Par contre, lui en remet pas un, ça c'est que vraiment, je trouve ça. Alors autant c'est mérité, mais autant la décision après elle est très conne. Je trouve ça vraiment débile, mais vraiment. Mais le mec prend un long lap, il est pénalisé. Il se rate dans le long lap, mais ça la ralentit, il faut arrêter. Tu lui en remets un, parce qu'il a pas bien fait. Mais la situation, je pense que je la raconterai jamais assez bien, plus que les images. C'est grotesque, mais le mec se pénalise tout seul. Je trouve ça vraiment débile. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas la première fois de l'année en même temps. Amélie, même question. Je suis 100% d'accord avec Maxime. Je suis d'accord que c'était mérité. Ça m'a franchement fait de la peine pour Sam Lowe, mais bon, ça m'a quand même fait rire cette sorte de longue là. Franchement, ça m'a fumé. Je suis assez d'accord que le mec s'est vraiment pénalisé 2 fois plus lui-même. Donc, remets-lui pas un long lap. Il a pas coupé pour faire un plus petit long lap. Le mec, il a vraiment rallongé. Il a juste fait n'importe quoi. Sois un peu sympa, tu sais. Là, c'était vraiment en mode t'as mal fait, c'était tellement ridicule, on va en refaire un pour te punir parce que tu t'es déjà foutu la honte une fois. C'était ridicule comme action, mais ça m'a vraiment fait rire. Mais oui, je suis d'accord que c'était mérité une fois, mais pas 2, faut pas exagérer quoi. Oui, je suis d'accord avec vous, je vais pas rebondir là-dessus. C'est dommage parce qu'il avait vraiment beaucoup de rythme, il va remonter et finir à une honorable 7ème place, je crois, après être reparti 14ème. Donc c'est dommage parce que je pense qu'il avait le rythme, pourquoi pas, pour jouer un petit peu avec Pedro Acosta. Peut-être. J'ai regardé le temps autour, franchement, top 3 c'était bien.
Ouais, Acosta, mec, il était vraiment sur une autre planète, c'est J'ai aberrant. pas regardé ça, effectivement. Derrière, monsieur Tony Arbolino partait 10ème, mais lui, il en a rien à foutre en fait. Ça l'intéresse pas, ça a place sur la grille. Il est tout de suite 4ème, après un ou deux tours, je sais plus, mais il est vraiment tout de suite 4ème. Donc il est dans le rythme. Mattia Pasini qui était là, il fait sa course annuelle. Sa bonne course annuelle, il va un petit peu jouer au niveau du top 10, il va être là. Vraiment, ça fait plaisir, il est là, il n'y a pas de sponsor sur sa moto, ils en bat les couilles, c'est pas son problème non plus. Mais c'est trop bien. Lopez, du coup, après son deuxième long lap, va repartir 14ème, comme je l'ai dit, avec Celestino Vietti. Et alors là, Celestino Vietti, j'ai pas compris. Parce que le mec, il est dans le fin fond du classement, mais il va hyper vite, il double tout le monde lui aussi. Mes frères, pourquoi t'es pas devant en fait? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fous là? Ils ont dû débrider, je sais pas, c'est comme sur les 50, ils ont enlevé la cale à l'accélérateur, je sais pas, ils ont fait un truc. Mais c'est comme quand tu vas au karting, le mec, il a avec sa petite télécommande, il fait allez, je le rajoute un petit peu à lui et tout, tu vois. Donc, C'est bon, ils tombent plus les gants, quoi. Donc ils vont faire une remontée tous les deux. Arbolino va réussir à passer deuxième en doublant Salat chez Canet. Mais Acosta va être beaucoup trop loin. Derrière, Salat va complètement drop de rythme et s'écrouler. On va avoir une bonne course de Sergio Garcia aussi, c'est à noter. Qui va terminer, qui va être dans le top 5. Il va se faire ramarrer par Lopez, Vietti et Dixon. Mais en tout cas, il fait vraiment une belle course pour un rookie. On fait la bise à Izan Guevara d'ailleurs, qui est là, mais on ne sait pas. Et on va avoir, alors la course va être chiante comme la mort, hein, on va pas se mentir, il va rien se passer hormis Alonso Lopez qui nous a animé un demi-tour. Victoire du coup de Pedro Acosta devant Tony Arbolino et j'allais dire Scott Dixon, pas du tout, c'est pas du NASCAR enculé. Jake Dixon. Dixon, c'est de l'IndyCar. Aaron Canet termine 4ème, Vietti 5, Lopez 6, Salah 7, Manuel Gonzalez 8, Som 4, Chantra 9 et Sergio Garcia va terminer 10ème. Il va pas mal perdre des positions en fin de course malgré son bon début de course. Ayogura 15ème, ça me fait un peu chier, je passe mon temps à le défendre, c'est bien que tu te réveilles frérot, ok t'es blessé mais voilà. Izan Guevara du coup 18ème, il était blessé au début de la saison mais... Il est toujours blessé. Mais bah, c'est quand même compliqué. Alors là, je viens de me rendre compte d'un truc. On a parlé d'Albert Arenas tout à l'heure, on l'a pas vu de la course et je me rends compte qu'il termine dernier à 1 minute 31. Mais il s'est passé quelque chose là, j'ai pas vu. Bah voilà. Que On ne personne sait pas. n'a vu apparemment. Voilà, frérot, fais un effort. S'il te plaît, t'as la meilleure moto du plateau, il faudrait que ça se voit. Au classement, Tony Arbolino est toujours en tête devant Pedro Acosta, 20 points. Et derrière, c'est Alonso Lopez, 3ème avec 48 points. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la course ou sur la physionomie du championnat, sur la performance de Pedro Acosta? Je vous en prie. Acosta était franchement imbattable. Je crois qu'il finit avec 5 ou 6 secondes. Enfin, il est juste sur une autre planète, comme dit Max. Et quoique face à Alonso Lopez avec ses longues laps, après son 8ème long lap, quoi qu'il ait fait, il aurait pas été dans le rythme. Donc à mon avis, voilà. Mais Canet, comme tu dis, m'a fait vraiment de la peine. Et franchement, je trouve que c'est déjà beau qu'il finisse au 4ème, parce qu'apparemment, il était vraiment très blessé, il allait très mal. Donc c'est pas ridicule. Et pareil, je me suis fait la même réflexion que toi pour Arbolino. Le mec ne calcule pas ce qui se passe sur la grille. Il a pas compris que ça influençait sur la course de dimanche. Lui, il peut partir 18ème, il s'en fout, il se pose pas la question le samedi. Et il finit quand même 2ème, donc super beau. Et puis voilà, Pedro Acosta revient gentiment en championnat, je trouve. Donc ouais. Non, c'était pas transcendant. Fallait pas faire d'erreur quoi. Ouais, mais bon, il le reprend quand même, quoi. Mais oui, il a déjà 20 points de retard. Et si Arbolino continue de partir du fond de la grille, mais de revenir tout devant, ça ira pour lui. C'était effectivement pas transcendant comme course, mais voilà. Maxime. Ouais, Arbolino, c'est dommage qu'il veuille pas rouler le samedi, parce que du coup, il nous prive de certaines batailles, je pense. Il part de trop loin, c'est dommage. Il pourrait peut-être se mêler un peu plus, en sachant que c'est un mec généralement qui, il perd du rythme en fin de course, mais en milieu de course, il est capable de mettre un peu de gaz. Et à un moment où il revenait un peu sur Acosta, c'est léger, tu sais, c'est un coup à 2-3 dixièmes, mais du coup, ça peut faire des belles batailles, peut-être changer la physionomie de la course, quoi. Ouais, sur une course comme dimanche, c'est peut-être le seul qui, s'il part mieux le samedi, peut être un concurrent sur Pedro Acosta, quoi. Surtout qu'après, Acosta, c'est toujours très simple quand il part tout seul devant, quoi. Il gère ses pneus comme il veut, il gère sa course un peu comme il veut. Si Arbolino il part déjà 2 ou 3 sur la grille, il le laisse pas s'envoler comme ça, quoi. Pour déjà moi, qu'il est les très deux... vas-y.
Non, j'allais dire les deux seuls qui ont le rythme pour accrocher Pedro Acosta, c'est les deux marques VDS, du coup, Arbolino et Lowe's. Lowe's une course sur 3, du coup. Mais quand il a tout en ligne, à Jerez, il a mis une vitesse à Acosta, pas possible. Hein. Donc, quand tout est en ligne, il a ce qu'il faut, et Tony Arbolino. Les autres, je les vois un peu en dessous. Ouais, puis Malheureusement, pour Ayo Gouras, je l'adore. Acosta, quand il a D'où le été... fait qu'Arbolino devrait partir autre que 10ème. Acosta, quand il a été chahuté un peu en début d'année, il a toujours eu. Voilà, Canet, tu vois, il a réussi à l'accrocher à Portimao. Aux US, Arbolino aussi, même s'il avait des petits problèmes de boîte, tu vois. Enfin, forcément, tu crées des contraintes différentes dans sa course, quoi, et ça peut amener quelques problèmes. Donc, ce serait bien qu'ils essayent d'aller le challenger un peu. Après, bon, Arbolino a un peu d'avance au championnat, mais voilà. Yes. Je vous propose qu'on enchaîne avec le plat de résistance, à savoir le MotoGP. C'est parti. MotoGP donc sur ce circuit du Mugello. J'avais pas noté tout de suite, je vous pose une question. Record de vitesse pour Darren Binder, pas du tout. Brad Binder, 366 km/h. Va falloir se calmer à un moment donné, sinon ça va décoller au bout de la ligne droite. Bah, c'est bien si on faisait des runs, mais en même temps, ça fait pas gagner un Grand Prix, quoi. Donc, Exactement, c'était la meilleure analyse possible. De toute façon, ça risquait pas d'être Darren Binder. Donc, voilà. J'ai regardé, alors spoiler, vous le savez tous, on s'en fout. C'est Bagnaia qui va gagner la course. Bagnaia, sa vitesse de pointe max, c'est 347 km/h sur toute la course. Tous les autres pilotes sont au moins 10 km/h plus vite que ça. Tous. il freine plutôt ça. Parce que lui, parce qu'il a. Ça, je vais le couper. C'est surtout qu'il n'a pas eu d'aspi de la course. Il a été tout seul toute la course. Donc, preuve que oui, c'est bien d'aller vite. Mais en fait, lui, en prenant 10 km/h au tour par tout le monde, il a quand même mis 2 dixièmes au tour à tout le monde. Donc, ça fait pas tout. Même si la ligne droite fait 1 km. Et de toute façon, Quartararo a gagné en 2021 avec une moto qui prenait 15 km/h aussi. Donc, venez pas me dire c'est un circuit de moteur. Non, mais c'est pas un circuit de moteur en fait. Quand t'as que des virages qui passent très très vite, comme Arabiata, comme tous les autres, je connais pas les noms. C'est pas qu'un circuit de moteur. Comme le Qatar, c'est des faux circuits de moteur. Ouais, puis un moteur, c'est pas que de la pointe, quoi. Non. Ah non, c'est de la motricité. Bah oui. C'est de la relance, surtout de la motricité. C'est de la relance, de l'agilité, des plages d'utilisation. Enfin, c'est pas que ça, quoi. C'est là où tu vois que Ducati, ils sont bons partout. C'est chiant. Exactement. Retour de Enea Bastianini, ça vous fait plaisir, je suppose. Si vous vous dites non, vous êtes licencié. Je m'étais même pas rendu compte qu'il était revenu. Ouais. Ok. Non, c'est pas vrai, mais franchement, inaperçu. Après, je sais qu'il est toujours blessé, machin, mais avec la moto rouge au Mugello, il aurait pu faire un retour un petit peu plus en fanfare. Ouais, je suis pas très d'accord. Il se qualifie en Q2, il fait un top 10 pour un mec qui revient d'une fracture de l'omoplate. Bon. C'est honnête. Après, il a pris son temps. Honnête. Et il disait par contre qu'il se sentait être à 100% en août. Bon, on sait que c'est un peu tous des mythos parce que ils prennent toujours un peu de marge là-dessus. Ça, je trouve, prochaine course, il fait la pole, tu vois. Il n'y aura plus de août. Franchement, je pensais trop qu'il allait faire un vrai. Enfin, je pensais que le jour où il reviendrait, ce serait une dinguerie. J'aurais préféré. Moi, je pense que, moi, je l'adore en termes de rythme et de mindset. Il a tout ce qu'il faut pour aller chercher le frisé. Je vais l'appeler comme ça maintenant. Donc lequel Parce qu'il y en a deux, du coup, maintenant qui performent. Ouais, c'est clair. Oh putain, c'est vrai. Il y en a un qui est plus frisé que l'autre. Celui qui a la moto rouge. Voilà. C'est vrai, putain, j'avais pas pensé. Et en plus, les deux sont frisés, hein, avec la moto rouge. Je vais être chiant jusqu'au bout, mais. Oui, alors. Bastiani, t'es effectivement chiant, Max. Pardon, ok, il est ondulé. Il a plutôt les cheveux qui ondulent. Il ondule, voilà. Il a pas des frisettes, quoi. Par rapport à Bezzecchi, excuse-moi, ça n'a rien à voir capillairement. C'est un autre niveau. Une coupe de cheveux de caniche, à un moment donné, il faut le dire. Voilà. Du coup, c'est la boîte à Tu veux t'embrouiller avec Seki en pôle en direct ou Paul de Pecco Bagnaia, du coup, qui était donné absolument personne. Devant les deux Marquez, on en a déjà parlé, le grand et le petit, dans l'ordre. Le petit, il a une pénalité de 3 places sur la grille parce qu'il a poussé des gens au Mans, sauf que elle n'est valable que le dimanche. Donc du coup, le samedi par 3, mais le dimanche, il partira 6ème. Allez vous faire foutre à un moment donné, sans déconner. Ça casse les couilles. Faut être un ingénieur. Ça casse les couilles. Mettez-lui une pénalité, point barre. Zarco 9ème. Quartararo 15ème. Ça passera pas la Q1. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. C'est dramatique. On va voir une blessure.
blessure de Alex Rins en course sprint. Arrêtons-nous un petit peu là-dessus. On n'a pas vu l'image parce qu'elle doit être dégueulasse. Moi, on a vu la photo de son tibia. Ça, c'est dégueulasse par contre. Il a des fixateurs externes et tout. C'est vraiment pas très beau. Maxime, je te pose la question. Est-ce que. Alors, Johan Mir aussi va se blesser. Il va se casser un doigt. Je sais plus, pendant une séance de qualif, je crois. Je crois que c'est pendant une FP. Je sais plus. Ah, peut-être Je m'en une FP souviens ou une qualif, je sais plus. C'est en. Q1 je pense que c'est en Q1. Je pense Ouais. que c'est en Q1, il me semble. Maxime, je te pose la question. Est-ce que la Honda est une moto malveillante qui essaye de blesser les pilotes? Machiavélique. Machiavélique, c'était le terme que je cherchais. Bah clairement, ça a pas l'air un cadeau. Hein. Ça a pas l'air d'être un cadeau. De toute façon, personne performe avec. Tu mets un ancien, on peut dire ce qu'on veut sur Mir. Il était champion du monde. Un mec qui a gagné des courses l'année dernière avec une Suzuki en fin de développement. Il gagne. Si on enlève l'Amérique, c'est quand même assez compliqué. Bon, Nakagami, ça fait 155 ans qu'il est dessus. Il marche pas, donc bon. On n'est pas étonné. Et tu vois surtout ce à quoi Marquez est obligé de faire pour arriver à performer. Le gap qu'il y a entre un tour rapide où il prend une roue, il est très bon d'ailleurs là-dedans. Et je pense qu'il commence à se révéler surtout cette année avec le gros gap de performance de la moto. Il est très fort pour suivre sur un tour et il arrive à sortir des perfs qui sont stratosphériques. Mais du coup, quand tu le vois en course sur un rythme long, c'est là que tu te rends compte que vraiment, lui, je pense, c'est vraiment le témoin pour le coup. Parce que si lui vraiment il s'en sort pas, c'est que c'est dramatique. Et pour le coup, la moto est horrible. Et en plus, elle est dangereuse. Amélie, même question. Ouais, je suis d'accord que la Honda essaye de tuer Johan Mir, mais de manière générale, Johan Mir est en plus pas quelqu'un dont la spécialité est forcément de rester sur ses roues. Il a quand même tendance à tomber assez souvent. Maintenant qu'il est sur ça, franchement, je vois pas comment il va finir la saison. Et puis en plus, chaque fois qu'il revient, enfin, franchement, le pauvre, même moralement, ça a l'air compliqué, quoi. Dès qu'il revient 2 semaines, il se blesse de nouveau. Il revient, la seule fois où il revient, il fait 18ème. Enfin, c'est la cata pour lui. Et ouais, on avait un peu prédit ça en début de saison et on n'est pas déçus. Alors si déçus, mais pas surpris. Assez d'accord avec tout ça. Je vais vous faire la sprint vite fait. On va avoir un gros duel Bagnaia-Petty. Vas-y. Je voulais juste revenir sur Honda quand même, parce que déjà revenir sur Mir, je suis pas giga d'accord pour dire que c'était un pro débat à gravier, parce que je pense que l'année où il gagne son championnat du monde, c'est surtout avec de la régularité. C'est pas un mec qui tombe giga souvent, surtout quand il était sur une Suzuki. C'est quand même... Il y a Amélie Daudeline de la tête et je suis assez d'accord. La dernière saison avec la Suzuki, il est par terre tout le temps. L'année dernière, il est tombé, mais je pense. un week-end sur 2, quoi. Mais en fait, t'as pas tort non plus. Quand il est champion en 2020, c'est sur de la régularité parce qu'il chute c'est parce peu, qu'il etc. tombe pas. Exactement. Et en fait, il a l'inverse que la plupart des pilotes. Il y a beaucoup de pilotes qui commencent leur carrière en tombant tout le temps et qui trouvent de la régularité. Lui, c'était pas le cas. Vraiment, il tombait peu. Même sa saison rookie, il tombe pas beaucoup et tout. Enfin, de mémoire. Non, mais Et là, 2022, c'est la cata. Il est tout le temps Et puis c'est un mec avant qui était réputé pour être giga performant, qui a performé dans les catégories d'avant, qui était pas réputé pour être un mec comme ça, quoi. Donc il a à son actif peut-être la saison de Moto3 la plus dominante de l'histoire, peut-être. Il y a bagarre avec Dalla Porta et tout, mais Dalla Porta, on lui fait un bisou d'ailleurs, on en parle pas assez souvent. Et on fait de toute façon ils l'ont viré, donc on en parlera peut-être plus du coup. Mais c'est bien de lui faire un bisou. La situation générale de chez Honda qui est assez catastrophique quand même. Enfin, c'est cata depuis le début de l'année, mais là je pense qu'on atteint quand même un certain climax où, enfin, Marquez même en poussant parce très qu'au fort. final, d'ailleurs, il gère on a tout de suite switché depuis la blessure de Rins, mais c'est vrai que le combo des deux. Mais le mec qui gère le mec qui gère le moins ces week-ends de tous les temps, c'est-à-dire que normalement c'était un mec qui allait chercher les limites d'entrée, qui tombait tout le temps en FP, qui se servait de ça pour être performant, et obligé de gérer ses week-ends où il assure des top 10 en practice pour être bien qualifié, aller chercher un tour dont lui seul a le secret en qualif, et il gère même sa sprint, c'est-à-dire que sur la sprint, on le voit, il part haut mais il descend, il gère, il assure comme au Mans par exemple. Et le dimanche, il lâche tout ce qu'il a et il tombe en fait. Il tombe. Parce que la moto est pas perfo quoi. Au Mans, mais je sais pas par quel miracle il arrive à tenir
jusqu'au dernier tour ou à l'avant-dernier tour en étant deuxième. Mais il doit se mettre à terre peut-être je sais pas combien de fois avant. Et là, ce week-end, mec, il rentre, il est en dehors des lignes blanches. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi là. Enfin bon, bref, on va en reparler de la. Mais c'est n'importe quoi sa chute. Et du coup, je pense que tu te retrouves avec un Marc Marquez qui arrive pas à performer sur la moto, donc c'est quand même assez exceptionnel à signaler, quoi. Tu te retrouves avec le seul mec qui performe bien sur ta moto, c'est-à-dire Rins, qui est out pour la saison. Est un mec sur l'officiel qui tombe tout le temps. Enfin, je crois que j'avais noté Mir, il participe à tous les week-ends de l'année, donc il fait 12 courses, il voit 3 fois l'arrivée. Et il fait 11, 12 et 14. Aïe. Enfin, et après t'as Nakagami, donc ça on n'en parlera pas, mais je sais pas ce que vous en pensez vous, mais Honda... Non, mais là, c'est Kata, ils vont être obligés de composer avec Bradle, voire Lequena, parce qu'il y a 2 pilotes qui sont blessés. Là, ils sont en train de même... Marquez leur met la pression, parce qu'il en a marre que la moto, ce soit un putain de tréteau. Enfin, là, la moto, c'est dramatique. Limite, je me pose la question de savoir si elle est pas pire que la Yam, quoi. Puis on creuse, hein. C'est-à-dire que... disons que la Yam, elle avance pas, mais elle a le mérite de pas essayer de tuer ses pilotes, quoi. Exactement. La Honda, en plus, les gens tombent et se blessent. Donc, c'est quand même beaucoup plus grave que la Yam. Si tu regardes Morbi et Fabio, ils avancent pas, mais au moins, ils sont pas par terre, quoi. Ou pas trop. Ouais. Pas trop. Non, mais ils tombent classiquement, comme tout le monde tombe un peu. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est mais normal, pas systématiquement dès qu'ils essayent parce qu'ils sont un peu pendus à Miller, quoi. De toute façon, on me fera pas croire que le problème vient pas de la moto quand t'as 4 pilotes et qui sont tous les 4 tout le temps par terre. Enfin, Et blessés hardcore en plus, pas juste par terre, en plus blessés hardcore. Si on avait que 1 ou 2 qui tombaient un peu tout le temps et tout, tu dis ah putain vas-y ça casse les couilles et tout. Allez la course sprint. Ouais, je vais vous faire la course sprint vite fait. On a eu qui a été perturbé par la pluie, quelques gouttes de pluie. Ça a été assez marrant. On a manqué un petit peu, voilà, un tout petit peu plus. C'était très très bien. On va avoir un gros duel Bagnaia-Bezzecchi, une grosse remontée de Johan Zarco avec Miller qui va lui de son côté gêner Marc Marquez et lui dire va faire un long lap s'il te plaît. Mais Bagnaia va finir par s'échapper et gagner la course devant Bezzecchi et Martin. Alors j'ai juste noté dans mes notes Zarco, mais j'ai pas noté combien il finit, donc je sais pas. Et Quartaro 10ème. 4 5 4 ouais, je crois. Oui, non, il fait 4 parce parce que Jorge Martin lui ferme toutes les portes. Oui. Ouais, non mais en plus, alors dommage pour Zarco parce qu'il était bien plus vite que Martin. Par contre, Martin fait ça très proprement. Il sait que Zarco est derrière lui dans le dernier tour. Il lui ferme toutes les portes comme un sauvage en mode j'en ai rien à branler, tu vas pas passer. Rien à dire, c'était propre. La course du dimanche, du coup, je veux qu'on reparle du départ de Jack Miller, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez vu la vidéo ? Oui. Ce génie. Alors, Amélie, tu ne l'as pas vu. Il part 4ème, donc 2ème ligne. Il fait un lâcher d'embrayage. En fait, la KTM part très très bien. Et en plus, Jack Miller est le meilleur sur le lâcher d'embrayage de toute la grille, très clairement. Donc du coup, il part très très bien. Il double Bagnaia. Et quand il double Bagnaia, il lui lâche un petit truc comme ça. Ah, mais j'ai vu le départ et j'ai vu la course. Je crois que tu me demandais si j'avais vu une vidéo en particulier sur Miller. Oui, j'ai tout à fait vu ça. Eh ben oui, en fait, quand la caméra est sur Bagnaia, tu vois qu'il le double, qu'il lui lâche un petit... Oh là là, mais ce génie. Je l'adore. En fait, jusqu'à il y a pas longtemps, je l'aimais pas trop, mais maintenant je l'adore. Je n'ai rien à foutre. En fait, Miller Ducati, j'aime pas du tout, mais Miller KTM, c'est mon pilote préféré. Franchement, je sais pas si tu te souviens, à la preview, on était assez d'accord pour dire que Miller, ça allait être la fin de sa carrière d'aller sur KTM, et qu'avant il était sur la meilleure moto du plateau et que s'il n'en avait déjà rien fait, il ferait rien de la KTM. Et là, tous les dimanches, je suis en mode vraiment désolé d'avoir dit ça. Vas-y, Max. Il y a que lui pour faire ça en vrai. Qui à part lui pense à faire ça sur le départ? Ouais. Mais je pense que du coup, c'est le milieu dans lequel il est en fait. Chez Ducati, ça a l'air très quand même scolaire, bien carré, bien paraître, etc. Chez KTM, mec, c'est KTM Red Bull. C'est open bar. C'est clair. Je pense qu'il a vraiment trouvé quelque chose qui lui correspond bien. Exactement. Bon, après, il a fait un peu le malin. Bagnaia va vite lui expliquer écoute, frérot, t'es gentil, mais t'as une moustache, donc t'as rien à faire ici. Et puis surtout qu'il fait cette insulte. Pardon, mais il fait pas non plus. Maxime en roue libre. Bagnaia va le repasser tout de suite. Et on va
pas le revoir. Martin va essayer. Parce que Martin est très très bon en ce moment. Je trouve qu'il est sur une période vraiment intéressante sur Martin où il chute peu. Et vu la vitesse à laquelle il va, quand il chute peu, ça met des points. Il est très très fort. Il est 3ème au championnat. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. Il va essayer d'accrocher Bagnaia. Ils vont se battre à 2 secondes d'intervalle, grosso modo. De temps en temps, il va le récupérer à coup de 2-3 dixièmes. Mais Bagnaia a ce qu'il faut sous la poignée et va le maintenir, va gérer l'écart toute la course. Derrière, Marini est assez bien placé. Les 2 Marquez aussi sont là. On va avoir un petit peu de bagarre au début. Zarco rate son départ et part 12ème. C'est le premier départ d'année qu'il rate, je pense. Donc, on va pas lui tirer dessus tout de suite. Quartararo 14ème. De toute façon, à la bagarre, il est en train de se battre avec Nakagami et Raúl Fernandez. Quel enfer. Alex Marquez, proche du strike, il va se plaindre qu'il va se mettre un petit autocollant sur sa moto en mode oui, il faut faire attention, tout le monde me pousse et tout. Et derrière, il fait quoi, s'il te plaît? Le mec, il t'envoie un slalom, il dégomme le genou de Marini et tout. Non mais catastrophique. Ça fait deux fois surtout. Il a fait Paris au Mans déjà. Et au Mans, en plus, il amène 2 ou 3 pilotes avec lui. Donc, Ouais. Donc je pense qu'il ferait mieux de. C'est un pilote que j'aime bien. Dans l'idée, j'ai rien contre lui et tout. Mais juste ta gueule, voilà. Arrête, tout simplement. Juste tu te plains que tout le monde te pousse. Là, ça fait 2 courses où c'est toi qui pousse les gens. Donc, non, mais en vrai, après, c'est vrai qu'il s'est fait un peu rentrer dedans cette année. Il n'y a pas de. C'est vraiment le genre de mec. Oui, mais par contre, il l'a bien rendu aussi. Hein. On l'aime bien quand il est silencieux, en fait. Mais dès qu'il parle, non. Je sais pas, il y a un truc chez lui où dès qu'il parle. Je suis pas d'accord, moi je l'adore. Ouais, bah il parle pas souvent, c'est pour ça. Tu l'adores. Je l'adore. Vraiment aucune demi-mesure, je l'adore. Non, moi vraiment j'aime beaucoup Alex Marquez. Je trouve que cette année c'est une révélation complète. Le mec il est là, il est pas le frère d'eux, il est performant. Bon ok, il a récupéré une bonne moto alors qu'il roulait sur une Honda. Il y a un moment effectivement il peut seulement s'améliorer. Mais franchement moi je le trouve vraiment chaud. Après effectivement il y a des problèmes relationnels ce monsieur. S'il se fait pas écraser, il laisse les autres l'écraser. Il faut se remettre en question. Mais j'ai trouvé que vraiment il était vraiment chaud et il est compétitif. Il a pas peur, il fait des belles batailles. Moi j'adore Alex Marquez cette année. Après pour les problèmes relationnels, il a pas le talent. Faut au moins qu'il ait quelque chose de la famille quoi. Donc alors il a absolument pas les talents de communication de son frère puisque t'as dit qu'il fallait qu'il ferme sa gueule. Oui, c'est exactement ça. Je m'excuse auprès de lui bien sûr. Disculpa mais Alex Marquez. Au cas où il écouterait. Au cas où. Roder. Moi je l'adore si jamais il écoute. Moi j'ai son t-shirt alors. Moi je l'adore plus, ok. Du coup derrière, Zarco va entamer sa remontée, il va nous faire une très très belle remontée. On va voir la chute de Marc Marquez. Alors on va pas revenir dessus, on en a déjà assez longuement parlé. Le frérot il a presque les 2 roues dans le gravier, limite il est en train de tourner, la moto elle a mise à Misano, il s'en bat les couilles, mais de langue quand même quoi, tu vois. Il a jamais vu ça. Il a pas le choix, il a pas le choix. Ça va tourner. Bah si, relève frère, et tu repars 12. Bah ouais, mais d'accord, mais moi ce qui me vend du rêve c'est que en fait il est derrière Marini. Marini est déjà, je pense, à 1 bon mètre de la trage, c'est pas loin. Et lui, il doit être à 1,50 m de Marini. Mais il se dit, je m'en fous. Je tourne quand même. Non mais frère, sans déconner. Quand je l'ai vu rentrer là-dedans, je me suis dit, oh bah là, si ça sort, c'est beau. Hein. J'ai une question, je peux t'interrompre pour lancer un débat? Je t'en prie. Mais je voulais dire que j'adore aussi Marini. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais tous les gens inintéressants, elle les aime. Déjà, tous ceux qu'on sait pas qui c'est. Random. Elle a deux de dire que elle va nous dire qu'elle adore DJ Antonio bientôt. Non. Mais même Raúl Fernandez qui vomit dans son casque, il a plus de charisme que lui. C'est terrible, ça. C'est Alex Marquez aussi qui a mis dans son casque. Ouais, c'est ça. Il reste de se prendre pour Casey Stoner aussi. Hein. Moi, Marini, je le trouve méga sous-côté. Pareil que Alex Marquez, je les trouve tellement sous-côté, les deux. Marini, on dit tout le temps qu'il est inintéressant et tout, mais le mec, ce qu'il a fait ce week-end, c'était super. Et il a jamais un mot, il dit rien, il est tout discret. On parle que de Bezzecchi, mais franchement, je trouve Marini, c'est le mec le plus sous-côté du plateau. La bataille Alex Marquez, Luca Marini, mes deux préférés. Non, pas préférés, mais les deux que j'adore cette saison, franchement, ils m'ont régalé. Et on parle que de Marc Marquez qui a levé un bras avec Pecco aux essais, quoi. Je trouve ça quand même super dommage. Il a levé ses 2 bras dans le bac aussi.
Les âmes. Non mais Moi, je Alors- suis comme les gens qui disent ouais, j'écoutais San avant qu'il soit connu. Bah, franchement, moi, j'adore. Je trouve trop sous-côté. j'aime pas trop les 14 février. Exactement. Euh, Non, je dirais Alors, pas je ça suis en live, d'accord. mais- Je suis d'accord avec toi sur Marini. L'autre jour, on m'a demandé sur Twitter quel était le pilote le plus sous-coté de la grille. J'ai dit Binder et Marini. Marini, pour moi, vraiment, il fait une super saison. Tu dis, on parle que de Bezzecchi. Ah ouais, mais sauf que Bezzecchi, quand même, il était à Oui, un point je sais. de Bagnaia et tout. Donc, Ah, mais je dis pas qu'on n'aurait pas parlé de Bezzecchi, mais je veux dire, dans la VR46, on ne parle jamais Ouais. de Marini. On ne le mentionne Mais même je- pas, quoi. Alors que ce qu'il fait je ce week-end, c'est aussi beau que ce que fait Bezzecchi, quasi, quoi. ouais, je suis d'accord avec toi. C'est même mieux que ce que fait Bezzecchi. Parce qu'il C'est termine même mieux que ce que quatrième. fait Bezzecchi, oui, bien sûr. Donc, il fait un meilleur week-end que Bezzecchi. C'est un super pilote qui travaille, qui a l'air de bosser et dur, qui a l'air d'être un sympa. Maxime, lui, il l'a qualifié d'eau tiède en preview au début de l'année. Ça m'avait fumé, j'étais assez d'accord avec ça, mais je le suis toujours. Moi, Oui, bah, il a pas énormément de charisme, après, c'est il pas a, ce qu'on lui voilà, demande. mais par contre, il fait. Non, mais je suis d'accord. Il fait une super saison, vraiment, Marini. Et je mettrai un petit bémol quand même. Tu dis que les deux pilotes sont sous-cotés, Alex Marquez et Marini. Marini plus encore, parce qu'Alex Marquez est quand même double champion du monde. Oui, oui. Euh, Non, puis Alex Marquez, il commence aussi à être un peu moins sous-coté encore cette année. Mais, parce qu'il a une vraie mais- moto. C'est ça. Bah oui, enfin bon, Marine aussi a une vraie moto. Mais franchement, attends, qu'est-ce que je voulais rajouter? Je sais plus, mais bon. Donc ouais, voilà, j'adore Marini, c'est tout, c'est comme ça. Vas-y, J'aime les mecs qui ont pas Maxime. de charisme, je fais comme Après, ça. peut-être Peut-être qu'il veut faire des escape games. Oh, ok. Je rigole. Vas-y, on mettra Max. on mettra une annonce dans la description. On créera une adresse mail. Bouge pas. Non, Marini, en vrai, peut-être qu'il a besoin de ça. Pour être tranquille, performer, juste être dans l'ombre, travailler Ouais, tranquillement. puis tu et vois, prendre un finalement, peu de on reprochait tout à l'heure que ça faisait des dramas Marquez Bagnaia, qu'on parle de trucs inintéressants juste parce que c'est de la com et tout. Bah pour le coup, si on pouvait 2 secondes se concentrer sur le sport et dire que Marini, sportivement, il performe, il fait pas d'histoire à côté de potins et de machin, il dit jamais rien en interview et franchement, je trouve que c'est honorable. Encore plus en étant le frère de... On sait qui il est, le frère. Ouais, exactement. C'est Non, pour mais ça je suis qu'il est là. Voilà, c'était ma et- tribune de Lucas Marini. Et pour revenir sur Marquez, je pense qu'on le fait un peu plus beau que ce qu'il est. Pas transcendant, des hauts et des bas. 12e au championnat, quand même, c'est pas non plus. C'est pas une foudre de guerre. Il a fait des beaux éclats. Mais Ouais. il a aussi fait des bons week-ends fantomatiques. Donc, Il découvre la moto. quand oui, bon, ça va. Il découvre la moto. Premier week-end, il était capable de jouer la 3ème place. Il découvre la moto et à d'autres. Non, je pense qu'après, il est encore un peu irrégulier. C'est comme ça. Quand on l'a retrouvé sur une Honda usine qui était encore à peu près potable à l'époque, c'était déjà un peu ça. Hein. Il était capable de jouer la victoire des week-ends et passer au travers d'autres. À voir Ouais. quand il arrivera à trouver un peu de stabilité, peut-être. Exactement. Chute de Miguel Oliveira qui était de retour aussi ce week-end. Bon, apparemment, c'est encore très compliqué pour lui, c'est assez douloureux. Donc, bon, on espère que ça va revenir petit à petit. C'est un pilote qu'on aime bien aussi et qui est rapide. On va avoir une bataille Alex Marquez-Marini qui va terminer dans le bac à gravier pour l'ami Alex Marquez. Donc, du coup, l'avantage c'est que les Marquez ils sont repartis assez tôt de ce week-end. Ils n'ont pas eu à attendre trop longtemps. On dirait Zarco moi. remonte. Moi, tous les week-ends. Zarco est remonté 5ème pendant que Quartararo est coincé à la 12ème place. On va avoir une bagarre finale entre Johan Zarco et Marini pour le podium. Et enfin, Johan Zarco va être saignant et montrer les dents et va aller mettre un petit coup de carénage à Luca Marini pour lui montrer que c'était lui le patron. Et il va aller terminer 3ème. Donc victoire de l'ami Pecco Bagnaia devant Jorge Martin et Johan Zarco. Luca Marini va terminer 4ème, Brad Binder 5ème, Alex Espargaro 6ème, Jack Miller 7ème, Marco Bezzecchi 8ème, Enea Bastianini 9ème et Franco Morbidelli 10ème devant Fabio Quartararo 11ème. Est-ce que vous voulez revenir sur quelque chose en particulier? Vas-y Maxime. Déjà, Zarco, je trouve, c'est un peu dur de dire qu'il est enfin saignant, parce que ça fait quelques week-ends où il montre qu'il est quand même capable de faire des gros dépassements, je pense depuis l'Argentine à peu près, hein, où il est capable de faire des dépassements et tout. En Argentine, il est Même à chaud, hein. Portimao, Oui, c'est vrai. sur Alex Marquez, La course là, longue. c'est... La course longue qu'il fait, ouais, c'est vrai, quand il enchaîne 3 dépassements en 2 tours. Je pense que cette année, c'était super intéressant de l'écouter dans une des émissions, je sais plus comment elle s'appelle, où il a... L'After Sunday, jamais regardé. Franchement, mec, si tu peux au moins regarder ça, j'ai regardé que ça. Hein. Non. Mais oui, il parle dedans et
et il raconte plein de choses sur l'intérieur, sur comment il ressent les choses et tout. En fait, tu comprends plein de choses et tu vois que cette année, en fait, il trouve le fameux confort qu'il disait sur la moto et le feeling. Il le retrouve. Il a ça se changé sent, en de fait. méthode. Il a changé de méthode. Il a changé de coach, etc. Et d'approche. Et on avait peur pour lui. On avait peur pour Ouais. lui. On se disait, mec, il sait ça, qu'est-ce qu'il fait, il est perdu. De toute façon, on y parie avec Quartaro, tu vois, ça finira bien. Super quoi. Au final, je pense que vraiment, il fait des progrès. Et c'est pas enfin il monte les dents, il continue, il progresse même, je trouve, dans la régularité surtout. Exactement. Amélie, tu voulais revenir sur quelque chose en particulier? Déjà, je suis assez d'accord pour Zarco. Idem à la preview, on disait. Enfin, en tout cas, moi j'avais dit. Ça m'étonnerait que Zarco il ait encore un contrat à la fin de la saison. Et franchement, je peux pas plus me tromper parce que là, il est vraiment hyper chaud. Il est régulier. Il fait des meilleurs départs. Il a même. Je pense qu'il commence gentiment à s'habituer au format sprint. Au début de la saison, on voyait qu'il a un peu plus de mal avec ça. Franchement, il est là. Ouais. Je pense que je vous prie de m'excuser d'avoir dit qu'il aurait pu ce contrat à la fin de la saison. Mais moi aussi, je l'ai dit, on l'a tous dit. Et on est très content de se tromper. Ouais, je suis très J'ai l'impression contente que de c'est me chaud tromper, pour mais lui. effectivement, il a une autre approche. Et puis de toute façon, c'est aussi le cercle vertueux où si il va un peu mieux, il a une autre approche, ça marche. Il voit que ça marche, du coup, il se sent mieux. Enfin, franchement, tu vois qu'il se sent bien. Et je pense que c'est aussi pour ça, quand tu dis il est enfin saignant, je pense qu'on sent qu'il a peut-être aussi plus confiance dans la moto, plus confiance en lui. Et franchement, il est chaud. Le défaut de Zarco, c'est qu'il suit trop les consignes de Ducati. Et je sais très bien qu'il gagnera jamais de course parce qu'il laissera toujours Bagnaia gagner. Parce que c'est Gigi qui lui a demandé. Ouais, ça c'est possible. Mais tu sais qu'en vrai, moi j'ai peur que ce soit chaud pour lui quand même. Parce que là il performe bien, mais apparemment il est sous contrat Ducati et pas sous contrat Pramac. Et les guidons Pramac, l'année prochaine ça va être dur. Ça va être dur parce que Martin performe fort et je suis pas sûr qu'il va vouloir lâcher le sien à part pour une usine. En sachant que les autres motos c'est Aprilia ou à part Aprilia et KTM qui sont vraiment très fortes, mais je pense que ça bougera pas dans ce sens là. Enfin, je suis pas l'oracle, hein, mais voilà. Et en sachant que y a Bezzecchi qui pousse fort aussi. Et on a même vu des déclats commencer à passer en disant que VR46 était ok pour accueillir Morbidelli si Bezzecchi montait chez Pramac. Donc ça sort pas de nulle part. S'ils disent ça comme ça dans la presse, c'est que de toute façon il va peut-être mettre une pression, il y a peut-être une discussion en cours, quoi, j'en sais rien. Mais moi j'ai peur pour lui que au premier faux pas, ça pue un peu quoi, hein, parce que faut vraiment pas qu'il ait des baisses de régime comme il avait l'année dernière en tout cas. Un scénario où Zarco laisse son guidon Pramac à Bezzecchi laisse son guidon à Morbidelli et Zarco prend le guidon de Didier Antonio qui est remercié. Je pense que c'est le genre de scénario qui peut exister, ouais. Oui, c'est Mais possible. est-ce que Grésini, moi, qui est pas un peu la plateforme de lancement des jeunes, ils vont prendre Zarco, sachant qu'ils ont déjà Marquez un peu expérimenté? Est-ce qu'ils feront peut-être plutôt monter un Arbolino, tu vois? Ouais, mais s'il a un contrat avec Ducati, je pense pas qu'ils le laisseront partir. Hein. À la limite, effectivement, ils le mettront à la place de Didier Antonio. Mais même je sais s'il pas est ce que plus ancien. c'est l'intérêt de re-signer un Zarco dans une écurie d'en bas, et est-ce que lui il voudra en plus? Mettre des points, mec. Ah bah, Bon, lui, Zarco, il voudra, je oui. pense que... Ouais, lui, en Entre plus, ça ça et veut dire rien, en plus, ça veut dire pas besoin. arrêter. Ah, mec. Mais mec, ils ont 8 motos, ils fournissent presque les 7 Non, mais meilleurs mecs du Grésini. plateau. Enfin. Grésini. Ouais, je sais pas. Grésini. Franchement, je Non, sais mais, pas. non, mais t'as pas tort. T'as pas tort, c'est une réflexion qui doit Disons se que poser. statistiquement, effectivement, ça se pose la question. Mais tu vois, entre signer un Arbolino et un Zarco, je sais pas. Franchement, je sais pas. Zarco, t'as de la certitude. Tu sais qu'en plus, la moto, quand il arrive chez Grésini, il récupère la moto sur laquelle il vient de passer 1 an. Donc pour lui, c'est un avantage. Ils vont arrêter de le prendre pour le metteur au point du coin, tu vois. Ouais. Il va reprendre sur une moto qu'il connaît. Donc quand t'es Grésini, t'es sûr, t'as un mec, il a perf sur la moto déjà. Alors que tu signes un Arbolino, et si tu fais autant une Fernandez, t'as l'air d'un con, tu vois. Il te fait une DJA. Et Je sais pas, mec. Je sais pas. c'est chaud. Non, mais je suis d'accord, c'est chaud pour Zarco. C'est pas parce qu'il est fort que c'est garanti. Je trouverais ça fou qu'il le signe pas vu la saison qu'il fait, mais ça se On a bouge déjà plus vu pire, l'opportun. hein. C'est ouais. Ça dépendra aussi de la loyauté de Ducati envers lui, tu sais. Après, c'est Potentiellement. toujours pareil. Si Ducati décide de filer une usine à Bezzecchi vers 46, il y aura peut-être pas de discussion.
Ouais, oui, non, oui, s'il décide de faire ça, oui, ça. Parce que ça discutera pas. personne Mais montera chez VR46 de moto, en tout cas, c'est sûr. Et Morbidelli, voilà, c'est pas bon, Viedic. C'est pas il a Viedic qui un- va monter. Morbidelli, vu l'état de la moto, il a un siège massant chauffant chez Yamaha, je pense pas que ça bougera. Donc, De toute façon, tous les pilotes officiels sont figés en 2024. Donc la question se pose pas. Vous avez vu ce qu'a dit il Morbidelli? n'y a pas une d'ailleurs option Il y a pas une option sur Oui. Morbidelli Non, mais Morbidelli, il a dit dans une interview hier, je crois, ou dimanche. Ouais, c'était dimanche. Il a dit est-ce que j'ai envie de re-signer chez Yamaha, c'est ça? Ouais, parce qu'ils lui ont dit, ouais, en gros, le journaliste se posait la question, ouais, mais du coup, que se passe-t-il si Yamaha vous repropose de re-signer? Enfin, non, est-ce que vous pensez que Yamaha vont vous proposer de signer? Il lui a dit, mais est-ce que vous pensez que moi j'ai envie de signer chez Yamaha? Exactement. Et après, eux, ils ont dit, ah bon? Il a dit, demandez à Lynn Jarvis. Et moi, avec les Parlez-en perfs avec qu'il Lynn fait, Jarvis. il fait des déclats comme ça, je jure, il dégage. Ouais. Mais Bah, de toute façon, c'est- disons que- Déjà t'es claqué et en plus t'es irrespectueux. Non mais casse-toi. Même, mais de frère. toute façon, si tu fais une Mec, déclat il se comme ça, fait- c'est que ah. tu sais déjà que tu pars. Vous êtes dur. Enfin, je veux dire, personne parle comme vous ça. êtes dur. Vous êtes dur Non, parce mais que dans je le pense sens que où tu déjà parles il se pas. fait chier dessus devant les médias complets par son coéquipier. Et en plus, Ouais. sur Alors qu'il la est devant moitié de- lui à chaque Grand Prix depuis le début de la saison. alors que depuis, il est devant lui. Donc à un moment donné, ça fait bien 2-3 ans qu'il se fait chier dessus. Là, il recommence à sortir la tête de l'eau. Je suis le premier à mettre des coups. Hein, et rien à foutre. Là, c'est chacun pour sa gueule. Donc, Non, je dis pas qu'il est claqué, mais je dis juste que quelqu'un qui fait. Non, c'est Moi, je Kevin le qui a dis. dit qu'il était claqué. Moi, je le dis pas. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu commences à te lancer dans des déclats comme ça, c'est que il y a quelque chose derrière. Enfin, je veux dire. bah, surtout avec la VR46 derrière, la déclat qu'ils font aussi. Ouais, à la limite, il y a Ouais. ça, mais t'as forcément quelque chose. Je veux dire, il prend pas le risque de dire ça, à moins qu'il a juste envie de se faire dégager, il sait pas comment leur dire, quoi. Bon, après, il y a une C'est semaine, on comme disait quand qu'il était en t'essayes de SDK l'année quitter prochaine. quelqu'un. Hein, donc bon. Il y a une moi, semaine, je on parlait voulais de lui juste pour remplacer redire un trop. truc. Vas-y, on va conclure là-dessus. Je voulais juste souligner la performance de Martin parce que, pareil, début de saison. Enfin, moi, je suis très contente qu'il ait appris que maintenant il fallait aussi courir le dimanche. C'est bien qu'il lui aurait dit parce que je trouve que avant il a toujours été très très rapide, notamment c'est le professionnel pour faire des pôles mais rien faire le dimanche. Et là, il commence à comprendre comment ça marche et franchement, c'est un sérieux concurrent. Il est rapide, il est chaud, il se bat. Enfin, franchement, il a tout. S'il reste Il est sur ses beau roues, gosse, Martin. Enfin, il fait 1m50. Mais Donc, Non, mais dans le pas avoir de sens où- charisme et faire plus de 1m50, s'il vous plaît, pour postuler. mais non, mais euh, dans le sens où Martin, si elle arrive à contrer ses défauts, à savoir tomber tout le temps et être d'assez mauvaise foi, parce qu'il a quand même très mauvais caractère, c'est un des trucs qui m'agace chez lui. Franchement, c'est un sérieux concurrent. Et je trouve que on a toujours dit que s'il trouvait de la régularité, il ferait très C'est ça. très mal avec la vitesse qu'il a. il a l'air d'être en train de la trouver. Et voilà, est-ce qu'il commence à la trouver? Bah peut-être. Donc à voir. Tout à l'heure, Maxime t'a dit qu'il partirait pas, frère. Il a l'ego de la taille de Jupiter. Abusé. Vu ce qu'ils lui ont Je fait le l'année- déteste. Vu ce qu'ils nous ont fait l'année dernière, en fait, je pense qu'il est capable de dire ouais, vous savez quoi, bah, je vais me casser les couilles pendant 2 ans, mais je me casse de votre boîte de merde et je vais rouler en Yamaha, moi. Tu vois. Franchement, Pas c'est une sûr. des personnalités que Je je pense déteste qu'il le est plus, assez- Jorge Martin. Je pense qu'il est assez bête pour dire ça. Comme Valentino Rossi est assez bête pour signer de Yamaha GVR46, tu vois. Ça Non, mais- arrive, mais on le voit venir, ça, tu vois. Mais Martin, en plus d'avoir un énorme ego, il est con comme une chaise. Donc franchement, sa personnalité, c'est le mec Vous qui êtes m'insupporte le plus de dur. tout le plateau. Vous Non, êtes mais dur, c'est parce que vrai. moi je trouve que cette année il était pas si insupportable que ça. On n'a pas vu une déclat. Il est Il insupportable. s'est fait Bah, encore heureux, chier le mec, il tombe un Mais week-end il s'est sur deux. fait Heureusement qu'il fait pas Mais des il s'est déclats. fait chier Non, tu dessus. viens de dire l'inverse, Amélie, attention. Ouais, mais là, il reprend la régularité. Ouais, Au ouais, début c'est de la fait- saison, le mec, Non. il avait même pas compris qu'il fallait faire autre chose que les courses sprint. Il a dit, Je trouve c'est qu'il y a- sympa ce nouveau enfin, format. On parle que de 6 courses, mais il y a du progrès. Le mec devient régulier, ne parle plus, il se fait chier dessus fin d'année dernière. Au final, il encaisse, ferme sa bouche. Il a lâché Ouais, 2-3 moi, petits moi, pics. je- Ouais, moi, je trouve, ouais, moi, je non, trouve ouais, il a un mauvais caractère. Mec, il a franchement, alors cette année je suis d'accord avec toi où on Il l'a est un pas peu trop plus entendu discret, et tout machin. Mais alors fin de l'année dernière, oh là là, on en. Ah, mais cette année, moi je te parle de cette Mais année. non, mais Cette même année, ça début d'année, progresse. même début d'année, hein. Même Non, au tout non, début t'es d'année, dur. il avait fait des réflexions. Si. Ouais, franchement, je il est pense. insupportable, Ouais, ce il me mec. semble qu'il avait lâché des trucs en mode je prouve à Au tout Ducati, début de l'année, etc. exactement. Au tout début de l'année, il avait dit si ça va Ça pas, va, j'aurais aussi, pas de il va mal pas- il va à pas leur me dire- barrer de chez Ducati. Mais il va pas leur dire merci de m'avoir laissé chez Pramac, vraiment, je kiffe ma situation. Bah, tu crois que Vraiment, Zarco il dit quoi? Tu crois que Zarco il dit quoi? Zarco, mais tous c'est les très jours, bien, il leur mais envoie des Zarco, fleurs faut pour les remercier. Mais Zarco, faut pas oublier que l'année dernière, il est scandaleux en deuxième partie de saison. Il est à chier. Oui. Il est à Bah, chier. Martin aussi.
Martin Non, mais aussi. non, enfin, Si, ouais. si. Non, Moi, je trouve qu'il a beaucoup trop d'ego pour les performances qu'il fait, Martin. Je serais moins ouais, extrême. Ça suffit. Ça suffit. Allez, Faut pas la oublier qu'en bagarre, Moto, on en adore. Moto 2, s'il a pas le Covid, frérot, il écrase le championnat. Mais déjà, qui a le Vraiment, Covid sa toutes les saison, elle minutes sa saison, elle est coupée. Des gens. Moi. Sa saison, Ouais, elle est toi, coupée par le clairement. Covid. Sinon, il était monstrueux. Enfin, Non, 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 il est chaud, mais il manque de régularité. Martin, et effectivement, il a un ego. Tu peux pas te permettre, déjà de manière générale, tu peux pas te permettre de te comporter comme ça. Mais en plus, quand t'as pas cette Mais régularité, il fait que des ouvrons le pôles. dossier il- Raoul il- Fernandez, Fernandez, je alors sais s'il pas. vous plaît. Ouvrons le dossier Raoul Oui, Fernandez. Le mec, non, il a en frérot, plus, c'est il- bon Attends, moi, je gosse. voulais encore dire un truc Il avant roule qu'on pas, conclue. il vomit dans son casque. Et il est nul à chier. Mais vomir D'accord. dans son casque, L'épisode c'est va pas... durer 7 heures. Il est blessé. Attends, c'est un je voulais sportif dire de un niveau, dernier il est truc. blessé, et il est pire blessé que Vas-y, Mir vas-y. alors qu'il roule, qu'il tombe pas. Max, Il faut qu'on en parle de RNF. tu peux le mute, RNF, s'il quand te même. plaît. Tu peux le RNF. mute, il faut que je dise un Non, truc. non, mais attends, faut qu'on parle de RNF aussi quand même, parce que Vas-y. oui, Non, mais roster frère, très on va pas sexy. y arriver. Mais roster très sexy et tout, ça finit pas une course. Razlan Razali, il a passé son hiver tout nu, nanana. Mais frère, je pense qu'il a mis la doudoune Quechua, il a remis la parka par-dessus, il a mis la capuche, le bonnet, tout ce que tu veux. Il a même mis le plaid, hein. Le plaid vendu par les influenceurs, là. Frérot, mais c'est honteux, ça aussi. C'est gravissime. Bon, Max. Mec, il a mis est en 5 folie, points. bâtard. Il a mis 5 points en 12 courses. Pardon, mais il est honteux, Fernandez. Faut qu'on en parle aussi, lui. Oui. Vas-y, Amélie. Non, moi je voulais juste te faire une remarque que nous sommes faites avec mon papa ce week-end, de se dire Bagnaia, il est 6 secondes devant, mais en plus le mec il ne force pas, c'est-à-dire jusqu'où est-ce que Bagnaia il pourrait aller si une fois il avait quelqu'un pour se battre à son niveau. Franchement, je Dans le trouve gravier. qu'il est juste... Ouais, potentiellement dans le gravier. Ça, c'est bien possible. En Non, il est plus- plus en facilement plus- dans le gravier quand il a personne, Bagnaia. Mais dans le sens où le mec est vraiment stratosphérique, il a des secondes et des secondes d'avance, personne ne peut concurrencer, il gagne la sprint et le Grand Prix, et finalement, est-ce qu'il pourrait pas aller encore plus vite, juste il gère parce qu'il a aucune concurrence devant, quoi. Je trouve ça vraiment impressionnant en termes Non, de je pense qu'il vitesse. était, au taquet. Ah ouais, Je pense moi qu'il je est au pense taquet pas. parce qu'il a Bezzecchi à son cul en sprint et il a Martin à son cul en course. Hein. Il a pas Martin à son cul vraiment. Bah, Martin, Ah. il reste à moins d'une seconde pendant les 3 quarts de la Deux course, je crois. Ouais, moins de 2 secondes, mais moi Et il franchement, finit à, je trouve- il finit à 1,06. Ouais, non, Donc, il est vraiment ouais. pas loin. Il est vraiment pas loin. Pour moi, je pense que on rentre potentiellement dans une phase de rouleau compresseur de Bagnaia, où il est capable de faire ce qu'il vient de faire ce week-end sur 4-5 week-ends de suite. Mais là, par contre, je pense que sur ce week-end, Martin était pas loin d'avoir ce qu'il faut pour vraiment le faire chier. Ouais, Ah, bah, je j'ai pense pas qu'il- l'impression qu'il était au max. Je pense qu'ils sont tous les deux à leur limite, c'est-à-dire que un plus et les deux, ben, on les connaît après, hein, ça peut très vite aller aussi dans le gravier. Ouais. Donc, Messieurs, dames, il faut qu'on conclue, sinon cet épisode va durer 7 heures, mais c'était Oups. très drôle et intéressant, je pense pas, mais c'était drôle. Mais drôle, mais drôle. Je vous remercie. Est-ce qu'on a plus de infiniment. charisme que Luca Marini, tu penses? Bien sûr que non, alors bien sûr que non, très clairement pas. et est-ce qu'on lance un avis de recherche pour Bezzecchi le dimanche? Je pose une question. Ah putain, la polémique! Non, mais. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais qu'est-ce que vous en pensez de la polémique sur le Bagnaia Bezzecchi? Quelle polémique. Quelle Ah, polémique. vous avez pas lu ça? En gros, j'ai lu des articles qui disaient qu'il commençait gentiment Ducati à gérer Bezzecchi. Et Bezzecchi il a dit, j'ai pas compris ce qui s'est passé, ça n'avançait pas et pour des raisons inexpliquées, on va étudier ce qui se passe, les ingénieurs ils ont On dit ça. souffle. On souffle. Arrête, j'adore cette polémique. Je suis Non, super on la d'accord déteste. avec ça. On aime beaucoup le On la drama, déteste. mais juste, il avait qu'à être là. Moi, quoi. je suis vraiment d'accord qu'il nous empêche de gagner. Imagine, c'est vrai, c'est scandaleux. Je suis sûre que c'est vrai. Merci. Merci beaucoup à tous les deux, c'était très très cool. Je vous rappelle pour nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, la boîte à clapper et le groupe Facebook Le Nord MotoGP. Et pour nous écouter, je vous le rappelle pas, vous êtes là, c'est que vous savez, on n'a pas fait de points sur le championnat. Bagnaia est devant Bezzecchi, T'as un point Martin d'avance. 3, Zarco 4, vous avez rien besoin de savoir de plus. Ça enchaîne tout de suite avec le Sachsenring ce week-end, donc on essaiera d'être là. Et encore merci, je vous fais des bisous, Maxime, Amélie. Bisous, mon Bisous. papa qui écoute l'épisode. Comment, Putain, j'ai rappelle-moi pris- son prénom. Patrice. Comme t'as pas dit Patrice, bisous, la mon bise papa à- au départ, frère. La bise à Patrice. Merci de nous Et bisous, écouter, Kevin vraiment. et Maxime, accessoirement. qui ne sont pas mes papas. Hein. Oh là, le coming out. Allez, bisous, hein. Au revoir. This is my passion. I love ride and race motorcycle.